Hey, hey, hey les amis, on se retrouve une nouvelle fois en live pour discuter de l'actualité football. J'espère que vous allez tous très bien, que vous passez un bon début de semaine. On se retrouve une nouvelle fois pour parler de l'actualité football comme tous les matins en live sur Twitch les amis. Donc voilà, on va démarrer tranquillement notre live. Installez-vous bien, prenez votre petit café, votre petite croissant en pain au chocolat, peu importe, et on va pouvoir partir tranquillement. Euh, on va démarrer ce live. Alors évidemment, la Coupe du Monde c'est fini, donc il n'y a plus forcément beaucoup d'occasions de parler. Ouais, je vérifie juste hein, que le son est bon sur le live, que tout se passe bien. Dites-moi s'il y a des soucis évidemment. Mais voilà, on va parler de cette actualité football. Donc, je disais évidemment, la Coupe du Monde, c'est fini, mais il y a encore plein d'actu au sujet du football. La reprise de la Ligue des Champions, avec hier la victoire de Fenerbahçe dans ses phases de qualification de LDC. De quoi est-ce qu'on va parler? On va parler évidemment de l'actu de nos clubs français avec le mercato et la nouvelle, hop, hop, hop. La nouvelle direction du football français hein, qui a été érigée par le Parlement. Alors, je m'exprime peut-être un peu mal sur ces mots, mais vous allez comprendre. De toute façon, on va en parler. On parlait aussi de la FIFA. Euh, on va parler de plein de choses, évidemment. Et si vous êtes présent bah, sur le chat, n'hésitez pas à venir discuter avec nous. Ça sert à rien de faire des petits clips, peu importe, hein, mais on va essayer d'écouter tout le monde. Je vérifie juste, hein, dites-moi si le live est bon, qu'il n'y a pas de souci de problème ou quoi. J'ai l'impression que ça marche. Donc, euh, donc ça me paraît plutôt bon. Voilà, voilà. Donc voilà, si vous êtes sur le chat, n'hésitez pas. Alors, je disais, on va démarrer ce live. Alors, la Coupe du Monde est finie, donc on a un petit quiz juste sur cette Coupe du Monde euh, au sujet de tout. Est-ce qu'on a bien suivi la victoire de l'Espagne contre l'Argentine et cette Coupe du Monde 2026? On va quand même continuer nos petits articles, évidemment. On n'en a pas forcément parlé hier, mais l'exploit historique du football espagnol qu'aucun autre pays n'avait accompli. Alors, on va en parler. Hein. L'Espagne, vous le savez, est championne du monde, mais chez les féminines aussi, et c'est juste pour rendre hommage à cette fédération espagnole hein, qui a construit le foot espagnol, parce que les deux équipes espagnoles sont numéro un au classement FIFA, et les deux sont championnes du monde. Hein. Alors, peut-être que je dis des bêtises en plus, je crois qu'ils sont pas championnes du monde, les Espagnols. Hein, joueuses ont atteint le sommet mondial ascendant en 2023. Ouais, c'est ça, en 2023, ils étaient champions du monde, donc oui, je dis pas de bêtises. Donc voilà, on va parler des rois et reines d'Espagne, avec bah, l'Espagne qui domine le football mondial, évidemment. Alors, j'ai dit qu'on arrêtait les bilans sur la Coupe du Monde, mais je l'ai trouvé, j'en ai trouvé un plutôt intéressant, un billet de la part de Jérôme Lata. Donc là, c'est un avis personnel hein, de la part du journaliste. La Coupe du Monde FIFA plus que celle, la Coupe du Monde de la FIFA plus que celle du football. J'avoue que le titre m'a eu et je l'ai lu en diagonale un peu. On va le lire ensemble, mais j'ai trouvé plutôt intéressant. Donc on va en parler, les amis. On va se projeter aussi. On en parle. Alors, je crois qu'on l'a cité rapidement hier. Hein, on a parlé de la Coupe du Monde 2030, mais on n'a pas parlé de la Coupe du Monde 2038. On l'a vu passer, mais potentiellement une Coupe du Monde 2038 en France, un horizon lointain, une candidature qui ne sera pas forcément possible. Mais on en parle quand même un peu. Donc, alors, ça sera dans 12 ans, hein, cette Coupe du Monde 2038. On aura le temps, évidemment, d'en reparler, les amis. Mais pourquoi pas avoir une prochaine Coupe du Monde en France après celle de 98, évidemment, remportée par les Bleus. En plus, c'était la toute première, donc en 2038. Ça ferait que ça fait 40 ans plus tard. 40 ans plus tard, les Bleus de nouveau à domicile pour une Coupe du Monde. Donc ce serait plutôt pas mal. Voilà. Après, on va évidemment, donc je vous disais, l'actu mercato avec Morgan Rogers qui signe son contrat avec Chelsea après un transfert record. On l'a vu, hein, je crois que c'est du 137, voilà, 137 millions d'euros. Non, oui, c'est à 137 millions d'euros pour le transfert de Morgan Rogers du côté de Chelsea. Alors, on l'a dit, hein, il me semble qu'on en avait parlé bien avant de Morgan Rogers, hein, que c'était un très bon joueur du côté d'Aston Villa. Après, pour 138 millions d'euros, est-ce que ça valait le coup de Chelsea? Chelsea, les experts hein, pour faire des transferts records, là, on le voit, ils sont hyper actifs sur le mercato. Les transferts, peut-être quand on parlera de Morgan Rogers, on parlera un peu on ira sur Transfermarkt et on parlera de toute l'actu de Chelsea, hein, parce qu'il y a pas mal de choses dont on va parler.
Voilà. Arsenal aurait entamé des discussions aussi avec Newcastle pour Bruno Guimaraes. Alors Bruno Guimaraes, on l'a envoyé un peu partout en Angleterre, hein. À l'époque, on parlait de Manchester City, on parlait de Manchester United. Il semble que Chelsea a dû traîner quelque part par là, mais là, cette fois-ci, c'est Arsenal qui se placerait sur le milieu de terrain brésilien. Voilà, Liverpool discute avec un consortium lié à Mittal. Alors là, c'est pas vraiment d'actu mercato, mais on reste sur cette actu Première Ligue tout de même, avec Liverpool qui discute avec un consortium lié à Mittal pour une participation minoritaire. Alors j'avoue, je sais pas ce que c'est Mittal, hein. Je vais essayer de comprendre un peu, mais en tout cas, potentiellement un rachat de Liverpool, en tout cas une partie de Liverpool. Donc ça peut être intéressant d'en discuter. On sait toujours quand il y a des discussions à l'interne pour des rachats de clubs, bah, ça peut impacter le sportif. Donc là, même si c'est minoritaire, ça peut être intéressant. Donc voilà, après l'actu Première Ligue, on la continue avec. Alors là, je suis tombé sur ça, je sais pas exactement de quoi ça parle exactement. Enfin, je sais de quoi ça parle, mais et pourquoi ça a été fait par l'équipe en tout cas. Une petite vidéo pour retracer un peu. Erling Haaland, 26 ans, est déjà dans la légende, c'est assez fou. Donc on va en parler, hein, on va découvrir cette vidéo tous ensemble. Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est pour faire du contenu? La question, je vous la pose en tout cas, les amis. On parlera aussi des transferts de Première Ligue. Alors là, c'est un joueur qui risque de quitter la Première Ligue. On parlait aussi de lui dans plusieurs clubs, mais Christian Somerville, le joueur des Pays-Bas qui a fait forte impression du côté de la Coupe du Monde, pourrait quitter West Ham pour 80 millions d'euros. Ils auraient trouvé un accord avec le club d'Arabie Saoudite. Donc voilà, un nouveau talent qui parle du côté de l'Arabie Saoudite. Un talent européen, évidemment, hein, c'est ce que je voulais dire, un talent du football mondial, voilà, qui va aller se confronter se confronter, est-ce que c'est le mot, à la Saudi Pro League. Évidemment, on sera toujours un peu déçu, hein, parce que c'est pas le championnat qui nous fait le plus rêver, mais voilà, Somerville qui pourrait signer du côté de Al Hilal. On va aller du côté de la Liga aussi, le Barça qui veut reconstituer la charnière centrale de l'Espagne avec Aymeric Laporte. Aymeric Laporte, il a souvent été dans les rumeurs du côté du Barça, hein, avant qu'il signe à Manchester City évidemment, quand il était encore du côté de l'Athletic Bilbao. Après lui aussi, il est allé faire un tour, hein, il a quitté Manchester City. Il a passé 4 saisons. 4 saisons, ouais. Du côté de Manchester City, où il a remporté de nombreux trophées, la Ligue des Champions avec Pep Guardiola. Et après, il a fait un peu son trou du côté de Al Nasser, évidemment, en Saudi Pro League. Et il est revenu l'année dernière à l'Athletic Bilbao. Alors, pourrait-il, à 32 ans, signer du côté du Barça? Ben, c'est ce qu'on va voir. Alors là aussi, j'ai trouvé intéressant. Alors, autant on n'est pas fan, hein, de Javier Tebas, le patron de la Liga, mais ça m'intéresse. Là aussi, le titre m'a happé. Le patron de la Liga accuse la FIFA de détruire l'industrie du football. Alors évidemment, Javier Tebas, je le redis, on n'est pas le plus grand fan. Il a souvent des déclats catastrophiques. Beaucoup, beaucoup en critique envers la Liga aussi, envers le Paris Saint-Germain. Mais voilà, là pour le coup, est-ce qu'on va être d'accord avec Javier Tebas? Ben, on en discutera. De toute façon, dès qu'on peut tacler la FIFA, on y va, les amis. Mais si on peut tacler la Ligue 1 aussi, en tout cas la LFP, on va pouvoir y aller. Alors là, c'était juste un article concernant les clubs français qui sont dirigés. 13 clubs français sur 18 sont détenus par des capitaux non français. Donc pourquoi les propriétaires étrangers sont de plus en plus nombreux en Ligue 1? On va continuer sur cet article avec Jean-François Bourg, qui est un économiste du sport, hein. C'est un article de l'équipe évidemment, sur la multiplication des investisseurs étrangers en Ligue 1. Il mise sur le football car c'est un gisement illimité. Évidemment, mais pourquoi venir miser en Ligue 1? Ben, peut-être qu'il va nous répondre. Et ensuite, sur cette actu Ligue 1, alors là, c'est l'ancien dirigeant de l'Olympique Lyonnais, notre Américain préféré après Donald Trump, évidemment, les amis, hein. C'est John Textor qui réclame 350 millions de dommages intérêts à Michel Kang devant la justice américaine. Donc, qu'est-ce qui va nous foutre en force ce John Textor, hein, vraiment, la photo en dit tout. Et encore, ils n'ont pas mis la photo avec le chapeau de cow-boy. Et voilà, 350 millions d'euros, 400 millions de dollars, hein, réclamés par John Textor. Alors, lui qui a fait n'importe quoi avec le club de l'Olympique Lyonnais, il demande encore des deniers. Voilà, hein, je pense pas que là, c'est à l'Olympique Lyonnais, mais plutôt au groupe Eagle où il va demander. Donc, on va suivre évidemment tout ça. Mais c'est ce qu'on parlait, si on peut aller sur la réforme
du sport professionnel visant notamment les dérives dans le football adoptées par le Parlement. Ça fait un moment qu'on en parlait. Alors c'est vrai que ça a été mis un peu en pause avec cette histoire de cette Coupe du Monde, évidemment. On en avait parlé avant pour ceux qui se souviennent. Ça avait été décalé aussi l'étude de cette réforme du sport professionnel. Donc là, ça a été adopté officiellement par le Parlement. Donc, on va voir ce qu'il en est et on va voir les impacts sur le football et le football français, évidemment. On le voit déjà avec le président du Arsenal, Joseph Ougourlian, qui désingue la LFP. La Ligue est extrêmement mal gérée. Alors là, c'est que c'est par rapport à la LFP évidemment, heu, mais peut-être qu'on ça va être cité. On va essayer de pas mélanger, hein, peut-être que moi aussi j'ai mal lu quand j'ai sélectionné. En tout cas, la réforme du sport professionnel et la LFP, c'est 2 cas différents évidemment, mais qui sont, tout de même liés. Mais voilà, on sait que le football français, va mal. On en avait parlé lors d'un live, quand il y avait eu la présentation de Olivier Pantaloni, de Roger Ricor et de Maurice Cohen du côté de l'OGC Nice, où le président de Niçois avait dit que les droits télé étaient faméliques. On peut dire, alors évidemment, 8 millions, c'est famélique pour celui qui veut, mais 8 millions d'euros comparé à 2010, à 2009, où genre c'était à quasiment plus de 20 millions. Donc voilà, on va voir ce qui est dit par Joseph Ougourlian dans cette interview. Mais voilà, la réforme de la gouvernance, c'est là où j'ai un peu peut-être confondu. La réforme de la gouvernance va arranger l'OM enfin, en tout cas, l'OM et l'entourage de Franck McCourt satisfait que la loi sur la réforme de la gouvernance du sport professionnel français soit adoptée. Donc, on va en parler. On va peut-être décaler les deux articles comme ça, voir ce qu'il en est au niveau du football français, mais aussi quand même l'actu mercato sur ce football français, avec un départ précoce du PSG, une aventure qui a tourné court au Bayern, des blessures à répétition au CVFC. On va parler de Tanguy Nianzou à la recherche du temps perdu à Lille. Alors pour ceux qui se souviennent, Tanguy Nianzou, alors déjà il me semble que à l'époque c'était plutôt Tanguy Kouassi, si je dis pas trop de conneries, où il était floqué sur, enfin on l'appelait il me semble Kouassi du côté du Paris Saint-Germain, ce jeune joueur hein, du Paris Saint-Germain qui était parti très très tôt du côté du Bayern Munich alors qu'il était potentiellement un joueur qui avait de l'avenir dans cette équipe du Paris Saint-Germain. Mais il avait quitté Paris pour le Bayern. Au Bayern, il avait eu zéro temps de jeu. Après, il était parti du côté de Séville. Et depuis, on avait un peu perdu sa trace. Ben, il revient du côté de la Ligue 1 et du côté du nord de la France, au LOSC, pour ben, continuer sa carrière. Hein. Alors, il était parti très jeune. On le voit, donc c'était en 2020. En 2020, il avait 18 ans. Donc, 6 ans plus tard, les amis ont fait le calcul. Il a 24 ans normalement, si je dis pas trop de bêtises. Donc, euh, donc voilà pour Tanguy Kouachi, Tanguy Nianzou, pardon. Donc, on en parlera juste après. Évidemment, si vous avez des questions, des choses à dire sur le live, des sujets que vous voulez aborder, là, c'est libre. Hein. Il n'y a pas de football en ce moment, donc on peut parler de ce que l'on veut. Et évidemment, on fera le petit point Fabrizio Romano. Hein. Mais on peut parler de ce que l'on veut, donc n'hésitez pas à venir discuter avec nous de cette actu football. On va démarrer tranquillement. Le sommaire est toujours un petit peu long, mais c'est toujours bien d'en parler. Est-ce qu'on a bien suivi la Coupe du Monde 2026? Alors là, ça va être un quiz personnel. N'hésitez pas à répondre dans le chat. Même si je sais qu'il y a un petit décalage, n'hésitez pas à répondre en même temps que nous. Le Mondial 2026 est terminé par la victoire de l'Espagne en finale contre l'Argentine. Avez-vous bien suivi la compétition? 20 questions et 3000 points en jeu. 15 secondes pour répondre. Plus vous répondez vite, plus vous marquez de points. Évidemment. Alors, quel joueur a annoncé sa retraite internationale après l'élimination de son équipe? Ousmane Dembélé, Marcus Rashford, Neymar, Cristiano Ronaldo. X2, on va mettre Neymar. Voilà. Qui Michael Olise a-t-il dépossédé du record de meilleur passeur sur une édition du mondial? Il me semble que c'est Pelé. Voilà, Michael Olise a fait mieux que Pelé qui a distribué 6 passes décisives lors de la Coupe du Monde 1970, remportée par le Brésil en délivrant 7 offrandes hein, pour Michael Olise. Combien de buts Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé ont-ils marqué à eux deux durant le mondial? Donc on est à 16. À eux deux, ils ont inscrit 16 buts lors de cette édition. Kylian Mbappé, le meilleur réalisateur du tournoi, en a marqué 10 et Ousmane Dembélé 6. Alors, j'ai pas forcément le temps de réfléchir, de lire, hein, parce qu'en plus, les points sont comptés avec le temps, donc on répond directement. Sur quel score le Cap-Vert sensation de l'épreuve a-t-il été éliminé par l'Argentine en 16e de finale? 3-2. 3-2 et en prolongation, qui plus est, après être revenu 2 fois au score durant la partie, les Cap-Verdiens ont été punis sur un contre son camp de Diné Borges. À quel objet Erling Haaland est-il apparu à sa descente de l'avion à Oslo après le retour de la Norvège des États-Unis? Je sais pas, un chapeau de cow-boy? Un raton laveur empaillé? Ah ouais, j'ai même pas vu cette image.
L'attaquant norvégien est descendu de l'avion avec un raton laveur empaillé autour du bras. Détail étonnant, l'animal tient une bouteille d'alcool vide entre ses pattes. Ah, j'avais pas vu ça. J'allais checker quand même. À Land Raccoon. Incroyable. Incroyable, j'avais pas vu cette image. C'est génial. Voilà, toujours aussi drôle ce jeune Erling Haaland. Euh, 8 équipes africaines ont joué les 16e de finale, mais combien d'entre elles se sont qualifiées pour les huitièmes? Je crois qu'il y en a deux, voire une seule, hein. Deux. Seul l'Égypte et le Maroc ont remporté leur 16e de finale. Le Sénégal, le Cap-Vert, le Ghana, la Côte d'Ivoire, là. Ouais, c'est ça. Maroc, Égypte. J'avais l'Égypte, hein, mais j'avais un doute. Je pensais que c'était le Sénégal, mais en fait, pas du tout, c'est le Maroc. Évidemment, laquelle de ces équipes n'a pas été éliminée par l'Espagne lors de son parcours jusqu'au titre? L'Allemagne. Les Allemands ont vu leur parcours s'arrêter en 16e de finale face au Paraguay. Dans l'ordre, l'Espagne a éliminé l'Autriche, le Portugal, la Belgique et surtout la France en demi-finale. Quelle star de la scène musicale était présente en tribune Espagne-Autriche en 16e de finale? Dua Lipa. Pas du tout. Shakira, Bad Bunny, Rosalia. La chanteuse barcelonaise Rosalia était au stade de Los Angeles pour supporter la Roja contre l'Autriche. Ah oui, je suis con en fait. Ah oui, elle est pas autrichienne, elle est albanaise en plus. Je veux pas, je suis mongol. Penelope Cruz, Javier Bardem profitait aussi de la démonstration espagnole. Shakira devait y être sinon. C'était Rosalia. Pardon. Combien de buts l'Espagne a-t-elle encaissé dans le tournoi? Un seul. Vous voyez que sur les questions plutôt foot, on est plutôt bon, hein, évidemment, mais après, quand il s'agit de stars, tout ça, bon, on est un peu déconnecté, on s'en tamponne un peu les histoires avec Erling Haaland, hein. Les deux fausses réponses, c'est quelle star était dans les tribunes et qu'est-ce qu'avait Erling Haaland à la sortie de l'avion. Donc, je pense que ça va. Qui est l'autre entraîneur français à avoir atteint les quarts de finale du mondial en plus de Didier Deschamps? Eh bien, Rudy Garcia. Rudy Garcia qui s'est qualifié pour les quarts de finale avec la Belgique avant d'être éliminé par l'Espagne. Eh, les gars, c'est du troll un peu. Hervé Renard, Sabri Lamouchi, Sébastien Minier. Ah, ils auraient pu mettre des Sébastien Desabre au moins, je sais pas. Hervé Renard, Sabri Lamouchi. C'est du troll. Qui a appelé Gianni Infantino pour pousser la FIFA à contre la Belgique? Dark Vador. Comme il a lui-même affirmé, Donald Trump a passé un coup de fil au président de la FIFA pour lever la suspension de Folarin Balogun. Gianni Infantino allait aussi confirmer l'information. Quel joueur a marqué le plus de buts pour l'Angleterre durant la compétition? Jude Bellingham. Jude Bellingham a marqué 7 buts pour les Trillions, un de plus que son partenaire et capitaine Harry Kane. Combien de changements d'idée Deschamps a-t-il effectué à la mi-temps de la petite finale contre l'Angleterre? 4. La France était menée 4-0. Didier Deschamps a changé 4 joueurs. Ryan Cherki, Désiré Doué, Théo Hernandez et Ibrahima Konaté ont cédé leur place à Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Lucas Digne et Dayo Upamecano. Les Bleus se sont finalement inclinés sur le score de 4-6. Pour quelle raison la Norvège juge-t-elle que le premier but anglais en quart de finale aurait pu être annulé? Le ballon aurait touché un câble TV, effectivement. On l'avait vu, c'est vrai que j'avais pas forcément fait attention à ça. Une polémique est née après ce match car le ballon est soupçonné d'avoir touché un câble TV sur un renvoi de la défense norvégienne qui a mené au premier but de Bellingham. Une hypothèse qui a été récusée par la FIFA. Alors, pour ceux qui ne se souviennent pas, de toute façon, ça va être dans le billet du monde, hein, je crois qu'ils en parlent. Donc, en fait, c'est un dégagement de Nyland vers un de ses coéquipiers. En fait, ça touche vraiment le cap télé. Et ça redescend, et c'est Elliot Anderson qui récupère. Et après, vous connaissez la suite. But de June Bellingham. Quel joueur a délivré l'Espagne en finale de la Coupe du Monde en marquant l'unique but du match en prolongation? Ferran Torres, évidemment. 16 ans après le but libérateur d'Andrés Iniesta face aux Pays-Bas déjà en prolongation, c'est Ferran Torres entré à la 62e minute qui a offert à la Roja son deuxième titre mondial en marquant d'une reprise du gauche après un centre de Nico Williams. Parmi les trois pays organisateurs, lequel est allé le plus loin dans le tournoi? Les États-Unis. Eh oui, les trois se sont arrêtés au même stade. Ah, là, c'est une vraie erreur. Là, c'est une vraie erreur. Les pays de la Coupe du Monde ont tous les trois été éliminés. Eh oui, il me semblait que les États-Unis avaient fait quart, mais en fait, pas du tout. Pas du tout. Combien de joueurs paraguayens ont reçu un carton jaune contre la France en huitième de finale? Aucun! Aucun, même s'ils ont commis de nombreuses fautes, les joueurs du Paraguay n'ont pas reçu de carton. Seul leur entraîneur adjoint, Carlos González, a été averti. Mais après le coup de sifflet final. Le Brésil a été éliminé en huitième de finale par la Norvège. Depuis quand la sélection n'avait-elle pas été sortie si tôt dans la compétition? Ouh là là, je sais pas. Pas du tout. 66? 90. Alors là, j'avais pas l'info pour le coup. Le Brésil a signé son pire résultat en Coupe du Monde depuis le Mondial 90 en Italie. Et, et oui, en 66, il a gagné. Bien joué, Vince. Et il avait alors été éliminé en huitième par l'Argentine à Turin sur un but de Claudio Caniggia. Alors là, pour le coup, je ne
me suis totalement trompé, my bad. 3 mi-temps en jeu, on est quand même à 1878, donc on est plutôt pas mal, les amis. On va essayer de passer les 2000. Quel joueur a fondu en larmes après avoir été expulsé lors du quart de finale Argentine-Suisse? Brilem Bolo. L'invention de la VAR, William Bolo a reçu un deuxième carton jaune à cause d'une simulation et a quitté ses partenaires suisses. À l'origine, l'arbitre avait sanctionné Leandro Paredes, mais celui-ci n'avait commis aucune faute, comme l'a montré l'assistance vidéo. Quel Argentin a qualifié son équipe pour la finale en marquant à la 90e plus 2 contre l'Angleterre? Lautaro Martinez. Lautaro Martinez a inscrit de la tête le deuxième but argentin lors de la demi-finale contre l'Angleterre en reprenant un centre de Lionel Messi. C'est peut-être ses deux buts, hein. Je crois qu'il a mis un penalty et ce but en Coupe du Monde pour Lautaro Martinez. Donc le récap, on est plutôt pas mal. Vous avez obtenu un score de 16 sur 20. Bon, il y a deux questions, vraiment, c'était des questions pas foot. Et après les deux autres, j'avoue que j'ai fait deux grosses bêtises. Mais c'est pas grave, ce qui vous place dans le top 21 avec un score moyen des participants de 1825. Ah bah voilà, on est au-dessus de la moyenne quand même, les amis. Rosalie Joalipa, hein, chapeau de cow-boy ou raton laveur en panier. Mais là, pour le coup, les trois équipes hautes, c'est vrai que je me suis plutôt trompé. Et évidemment, donc voilà, les amis, pour ce coup sur la Coupe du Monde, c'est histoire de faire un petit dernier recap. Quand même, à noter l'exploit historique du football espagnol. Alors, on n'en a pas parlé forcément hier, hein, c'est vrai. Même avant-hier, on n'en avait pas forcément parlé. Mais aucun autre pays n'a accompli cela. C'est un article de César Suarez pour Flashcore. Espagne évidemment. La sélection espagnole de football est championne du monde, peu importe qu'il s'agisse de l'équipe masculine ou féminine, les deux partagent l'honneur de dominer le monde du ballon rond au sommet et en même temps. Une page d'histoire jamais écrite auparavant, mais c'est bien le cas. L'Espagne a réussi à faire en sorte que le soleil ne se couche jamais sur son empire footballistique. Elle peut se targuer d'avoir atteint la gloire dans le football, surpassant d'autres grandes puissances du sport au roi. Aitana Bonmati, Alexia Putellas et le reste d'une génération magique de joueuses ont atteint le sommet mondial à Sydney en 2023. L'an prochain, au Brésil, ils tenteront d'ajouter une nouvelle étoile qui serait la deuxième. Alors, est-ce que dans la continuité du football masculin, les Espagnols vont gagner une deuxième étoile pour rattraper les hommes? Ce serait quand même historique, hein. Celle que portent déjà sur leur poitrine les Rodri, Ferran Torres et leurs coéquipiers, véritable maître du ballon rond à l'échelle planétaire. Au New Jersey, ils ont réédité l'exploit de 2010 en Afrique du Sud, sans oublier qu'ils sont aussi les champions d'Europe en titre, qu'ils ont remporté les derniers Jeux Olympiques. Voilà, ce sont les rois du monde, hein. L'Espagne est leader aux deux classements FIFA, donc premier au classement FIFA chez les hommes, premier au classement FIFA chez les femmes. Et c'est les premiers pays champions du monde masculin et féminin en simultané. Euh, Une monarchie autoritaire qui ne fait que se confirmer en regardant le classement FIFA où les deux sélections espagnoles masculines et féminines occupent aussi la première place. C'est un exploit inédit dans l'histoire et qui perdurera au moins jusqu'à l'an prochain, du 24 juin au 27 juillet 2027. Évidemment, on couvrira la Coupe du Monde 2027. Alors, si on peut être sur place, ça peut être incroyable. Mais en tout cas, on essaiera de couvrir ça sur ces lives, hein. Normalement, on sera toujours présent en live s'il n'y a pas de souci. Donc voilà, je disais qu'on arrêtait les bilans sur cette Coupe du Monde, mais voilà, il y avait un dernier petit billet de la part de Jérôme Lata pour Le Monde que j'ai trouvé très intéressant pour cette Coupe du Monde, hein. Déjà, au vu du nom du titre, la Coupe du Monde de la FIFA plus que celle du football. Évidemment, je le redis, si on peut taper sur la FIFA, on y va, les amis. Euh, alors, il y a des choses dans cet article on a déjà parlé hier et avant-hier, mais il y a d'autres choses. C'est vrai qu'il y a deux, trois trucs comme ça où encore on avait peut-être pas, on les avait peut-être pas forcément cités. La Coupe du Monde de la FIFA, plus que celle du football, hypertrophiée, marchandisée et trumpisée, le Mondial 2026 a abîmé la compétition et les coupables prospèrent. Profilions et profil, la Coupe du Monde à 48 équipes et 104 matchs au lieu de 32 et 64 auront fait la fortune de la FIFA. Moins le bonheur de passionnés pour qui cette compétition représente un trésor de souvenirs et d'émotions victimes de son enflure. Elle a aussi été ternie par l'indécence de Gianni Infantino et de sa relation avec Donald Trump. Avec le sacre de l'Espagne, la meilleure équipe et la plus méritante, on peut dire que le football a gagné sur le terrain. En dehors, le football et la Coupe du Monde elle-même ont beaucoup perdu. Bilan en quelques tableaux. Plus trumpienne que géopolitique. Annoncée ad libitum comme la plus géopolitique de l'histoire, cette Coupe du Monde l'a finalement été moins que le Qatar 2022. La Maison-Blanche instrumentalisée modérément, certes avec l'habituelle grossièreté trumpienne, mais elle a moins reflété l'état des relations internationales que celui des États-Unis. Ouais,
On n'est pas d'accord quand même. Les incidents aux frontières et le refus de visa, en particulier pour l'arbitre somalien Omar Abdulkadir Artan, le traitement réservé à la sélection iranienne, ont compris que la brutalisation des politiques migratoires internationales de Washington n'épargnera pas la Coupe du Monde. Donald Trump s'est principalement illustré avec sa déplorable ingérence auprès de Gianni Infantino pour obtenir la levée de la suspension de l'attaquant états-unienne Folarin Balogun. La remise du trophée à quatre mains par les deux compères, puis l'incrustation du milliardaire sur la photo ont été surtout embarrassantes pour eux. Ouais, alors là, plus politique que géopolitique, quand même. Quand même. Alors autant au Qatar, c'était fou aussi, mais je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Et tout ce qui s'est passé avec l'Iran, l'Irak, les pays africains, même des pays sud-américains, bon, on peut pas dire que c'est de la géopolitique, ça. Que c'est pas de la géopolitique. Le mondial des stars mondiales, évidemment. Petite revanche pour le football des nations sur celui des clubs qui vampirisent les meilleurs joueurs, le prestige de la compétition, son importance pour l'attribution du ballon d'or ont galvanisé les grands attaquants. Kylian Mbappé 10 buts, Lionel Messi 8 se sont disputés les titres de meilleur buteur de la compétition 2026 et de meilleur buteur de son histoire, dont le premier s'est emparé. Vient ensuite Erling Haaland, Harry Kane, Jude Bellingham 7, puis le Ballon d'Or, Ousmane Dembélé 6. Pour autant... Non, Harry Kane il a 6 en plus, ils se sont trompés, non? Bref. Pour autant, aucun de ceux-là n'a remporté le trophée et le prodige Lamine Yamal a accompagné l'Espagne sans être particulièrement déterminant. Attendu comme la grande révélation, Michael Olise s'est progressivement éteint pour finir avec un bilan contrasté de 0 but et 7 passes décisives, un record. Les étoiles déchues. Cristiano Ronaldo et Neymar Junior, alors ça on en avait parlé, ont été les vieilles gloires de trop, les privilèges du premier ont conduit le Portugal à jouer à 10. Espérons que Mbappé sera plus facile à gérer lors du mondial 2042, quand il aura dépassé la quarantaine lui aussi. À voir, Kylian Mbappé, il a dit qu'il ne jouerait pas forcément jusqu'à 40 ans. Après, entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, évidemment, on se posera la question, mais on aura le temps. Là aussi, évidemment, on va parler de la Coupe du Monde 2038, mais la Coupe du Monde 2042, alors là, les amis, en espérant qu'on qu'on soit toujours présent avec hat-trick. L'entrée de Neymar dans la dernière demi-heure de Brésil-Norvège a sonné le glas des espoirs au Riverde. Il a achevé sa carrière internationale par une pathétique séance d'invective envers le gardien norvégien Orland Nyland à l'occasion d'un penalty trop tardif pour conjurer l'élimination. C'est vrai que la sortie de Neymar elle est légèrement ratée aussi avec le Brésil, mais pareil. Est-ce qu'on se souviendra de ça ou de tout ce qu'il a apporté à la Seleção brésilienne? Belle histoire et petit niveau. Le mondial à 48 équipes a fourni quelques contes de faits certifiés, comme celui du Cap-Vert et de son gardien Josimar Vozinha. Mais l'Europe a produit 6 quarts de finalistes sur 8 et le dernier carré ne comptait que des anciens vainqueurs, ponctuellement plus aléatoires mais toujours hiérarchisés, d'une qualité de jeu assez faible. L'édition 2026 a été l'image du football des nations actuelles. Effectivement, hein, effectivement, petit niveau. On l'avait dit ça de toute façon dans les lives, hein, que les demi-finalistes, c'était que des anciens champions. On avait fait le calcul pour les étoiles, hein, qu'est-ce qui serait bien ou non. Donc voilà, c'était pas forcément le truc le plus intéressant. C'est vrai que cette Coupe du Monde. Et après, les petites équipes, c'est bien de les voir dans ces compétitions, mais voilà, il y en avait peut-être un peu trop. Les calamiteuses post-publicitaires, alors ça, on en a fait pas mal, mais on va le redire, hein, les mal nommées post-fraîcheurs de 3 minutes qui ont divisé les rencontres en carton ont été aussi désastreuses que prévues pour la qualité du jeu. L'UEFA ayant annoncé son refus de systématiser ces postes, parfois sifflés dans les stades, les réservant aux jours de forte chaleur, espérant que le trouvaille de la FIFA n'aura pas de lendemain. Trop de laisser jouer. La volonté de ne pas sanctionner les fautes légères aurait été de bon aloi si elle n'avait pas si souvent dégénéré en laxisme. L'arbitrage de France-Paraguay a rappelé les risques d'une perte de contrôle laissant libre cours à un excès d'anti-jeu. Le degré d'engagement physique aura été assez élevé avec des équipes en croisade d'un niveau technique souvent modeste. Euh, c'est vrai qu'on n'était pas forcément d'accord nous aussi avec les règles d'arbitrage. On en a parlé hier, hein, ce qu'on voulait garder, ce qu'on voulait enlever, des choses qui ont été apportées lors de cette Coupe du Monde. Les postes fraîcheurs à dégager, évidemment, évidemment, à part dans les pays très très chauds, et pas besoin de mettre des pubs entre, hein, et les faire peut-être plus courtes. Et voilà, les excès. Alors on le voit en première ligue, des fois on dit ouais, la première ligue c'est peut-être le championnat le plus cool parce qu'il laisse jouer, des fois il laisse un peu trop jouer, donc ça empathie sur le jeu. Et là, on l'a vu aussi sur cette Coupe du Monde. Abaissé depuis 2 saisons avec profit, le seuil de sanction des contestations sur le capitaine ayant théoriquement le droit de s'adresser à l'arbitre a été beaucoup trop élevé, les arbitres contribuant ainsi à leur propre fragilisation. Et en plus, c'est toujours, hein, il y a toujours cette zone grise, hein, dans le fait de laisser jouer ou non. Et après, de toute façon, quoi qu'il arrive, l'arbitre a toujours tort.
La minute miraculeuse. Elle n'a pas suffi à contrebalancer l'inflation des interruptions de jeu, mais l'obligation de sortir une minute pour les joueurs ayant nécessité l'intervention des soigneurs a eu l'effet miraculeux d'un lève-toi et marche particulièrement efficace sur bien de grands blessés. À pérenniser absolument. C'est vrai que ça, on en avait parlé, hein, c'est un peu passé à travers après toutes les innovations de cette FIFA, mais ça, c'était plutôt intéressant. Même le joueur qui sort un peu trop tard, donc celui qui doit rentrer, doit attendre une minute, c'était plutôt pas mal. Les secondes fatales. On y verra à bon compte le symbole d'une époque où l'on peine à vivre les choses ensemble avec la disparité des moyens de réception TNT, box internet, streaming. Les buts n'ont pas suscité les clameurs au même moment, les uns les spoilant aux autres, dérisoires et problématiques à la fois. Alors c'est vrai, moi je suis allé voir là, c'était quoi? France-Maroc, donc le quart de finale dans un bar. Et effectivement, alors carrément, le bar s'est saboté tout seul parce qu'il avait de l'avance sur les autres bars d'à côté. Donc du coup, euh, on avait bien choisi le bar pour le coup. Et en fait, ils se sont mis d'accord pour tous se mettre au même moment, en même temps, pour que comme ça, il n'y ait pas de décalage. Et au final, on était en retard, donc on a été spoilé pour les buts pour un début de l'équipe de France. Et après, des fois, il y a des mecs qui se mettent même pas d'accord et au final, ça te nique ton truc. Donc, honnêtement, c'est vrai que ça serait bien que ça soit. Je sais pas comment on peut régler ça, évidemment, ça me paraît un truc largement au-dessus qu'on maîtrise pas, mais c'est vrai que ça, des fois, ça nique le truc du match. Ou sinon, quand tu regardes le match avec tes potes et qu'il y a toujours un enfoiré qui a les notifications comme quoi il y a un but et qui te spoil tout. En plus, il te le dit bien pour te le faire savoir. Donc, euh, donc voilà. Des stades dystopiques. On les connaissait, ces grands stades américains ouverts sur le ciel comme des bols de béton avec leurs tribunes hautes vertigineusement inclinées, leur asymétrie, leur écran super géant, mais en situation, ils font forte impression et ont contribué à l'exotisme particulier de ce mondial très états-unien. Plus récent, c'est-à-dire clos et climatisé, ceux de Los Angeles, Dallas et Atlanta ont semblé avoir sauté plusieurs générations architecturales sans cesser de promettre un futur dystopique. Pour le passé et l'authenticité, il fallait se tourner vers le stade Azteca de Mexico, où Pelé en 1970 et Maradona en 86 ont soulevé le trophée. Alors là, pour le coup, les stades, je les ai trouvés. Alors, pas tous, hein, attention, il y a certains stades, par exemple le stade de Miami, fallait commander le stade avant pour qu'il y ait la Coupe du Monde, mais bref. Il y a certains stades qui ont été pas mal. Celui de l'Atlanta, je le trouve vraiment stylé. Celui de Dallas, bon, évidemment, ça montre un peu le catastrophisme actuel avec le réchauffement climatique. Tu étais obligé de faire des stades climatisés. On l'avait vu au Qatar déjà à l'époque. Mais le stade de l'Atlanta, je le trouve très beau. Le MetLife Stadium est très beau aussi, hein, on va pas se mentir. Celui de Boston, j'ai trouvé sympa aussi. Et évidemment, les vieux stades comme le stade Azteca étaient plutôt cool. Il y a certains stades au Canada que j'ai pas trouvé fou quand même, hein. Il y en a un où il y avait une espèce de barre de lumière au milieu, mais derrière, il y avait quand même les tribunes, donc je sais pas s'ils voyaient grand-chose. Après, le seul souci, c'était plutôt les pelouses, quand même, pour les stades, et évidemment, le prix des billets qui était catastrophique. Je crois qu'ils vont en parler juste après. Mais voilà, VIP et CSP++ en tribune. Bien sûr, il y a eu des contingents fervents, des diasporas locales et des délégations étrangères, de vrais supporters. Bien sûr, le phénomène n'est pas nouveau, mais en juger par les images, le prix exorbitant des billets a accentué la gentrification des tribunes et la touristification du spectacle sportif. On vit donc à l'écran plusieurs variétés de spectateurs, pas toujours très convaincantes dans leur imitation des supporters. Familles aisées ou au complet, États-Uniens ayant choisi une sélection favorite et équipée de sa tenue, influenceurs venus se montrer, stars plus ou moins internationales, et un nombre considérable de bébés, comme si décidément personne n'était à sa place. Alors ça, j'ai pas trop compris, mais ce qu'il faut retenir, c'est vraiment ce fameux prix des billets qui était vraiment exorbitant et qui valait pas forcément le coup. Infantino, partout, d'essence nulle part. Alors, le plus féminin des VIP aura été Gianni Infantino, flagorné, malgré les bordées de sifflets lorsqu'il apparaissait sur les écrans géants. Le jet privé mis à disposition par le Qatar lui a permis de multiplier les apparitions dans les tribunes officielles, où l'on peut recenser des anciennes gloires venues lui apporter leur caution. Donc, côté français, Yuri Djorkaeff, Christian 42 et ou Arsène Wenger. C'est vrai que ça aussi, on en avait parlé. Voilà, faire une Coupe du Monde dans un pays aussi énorme, et en plus sur trois pays. Il a assisté à 2 matchs par jour, il me semble, Gianni Infantino. Et on avait vu un bilan écologique catastrophique, évidemment. Et je crois que c'était quoi? Euh, C'était qu'il avait eu la consommation sur un mois de 55 Français en moyenne, un truc comme ça, de CO2 avec ses voyages entre chaque match. Donc c'est assez fou quand même. Donc je le répète, la consommation moyenne en CO2 de 55 Français sur un an, il a eu en un seul mois. Je crois que c'est ça le truc.
Donc c'est quand même énorme. Ballon caché, la réalisation télévisée des matchs a poursuivi sa dérive. Alors là, c'est ce qu'on disait avec l'Angleterre-Norvège et le but de Jude Bellingham. Donc, la réalisation télévisée des matchs a poursuivi sa dérive dans l'inflation de plans parasites. Les réalisateurs craignant de moins en moins d'escamoter des phases de jeu chargent aux téléspectateurs d'imaginer comment le ballon avait pu se retrouver à un tout autre endroit du terrain que celui où l'on l'avait laissé. L'incident d'Angleterre-Norvège a imagé le caractère invasif de la télévision, un ballon dégagé par le gardien scandinave, dévié par un des câbles de la caméra qui surplombe le terrain et retombé sur l'anglais Elliot Anderson juste avant l'égalisation de Jude Bellingham. Là aussi. Bon, après, on connaît hein, ces fameux spider cam hein, qu'on voit dans tous les terrains. Bon, là, ça a été. C'est toujours pareil. Hein, on trouve ça génial quand elle est utilisée, tout ça. Et après, quand ça dérègle un peu le jeu, ben, on trouve ça directement moins bien. Une touche de vulgarité. Alors là, on va parler États-Unis, non? Cette Coupe du Monde aura atteint un degré de marchandisation inédit. Alors là, vraiment, jusqu'à la trivialité. Encore limité en 2022 au seul sponsor officiel et dépourvu d'animation pénible, les panneaux publicitaires ont affiché des dizaines d'annonceurs différents avec une esthétique de zone commerciale. Cette américanisation est aussi passée par un décorum très pompier, notamment dans les cérémonies d'avant-match. Le compte à rebours avant le coup d'envoi sponsorisé par Aramco, la musique durant les pauses de Whitney Houston à Guns N' Roses, pardon, et pour finir, le médiocre show à la mi-temps de la finale qui aura entraîné une interruption de 27 minutes. Ce show à la mi-temps, hein, plus jamais. Hein. Là aussi, hein, dans les changements hein, qui ont été faits, pardon, les changements qui ont été faits, on ne veut plus jamais aussi voir ça, ce fameux show à la mi-temps. Alors autant c'est une tradition à un effet, on le veut bien, mais dans le foot, dans le football, hein, le soccer comme ils appellent les Américains, on ne veut plus jamais voir ça. Ça avait été fait aussi pendant la Coupe du Monde des clubs et c'était tout aussi horrible. Le football, élément accessoire du business, évidemment. Donc c'est là où on revient sur le titre, hein, la Coupe du Monde de la FIFA plus que celle du football. Post publicitaire, coup d'envoi en retard, mi-temps de finale de près d'une demi-heure, publicité invasive, réalisation télévisée ne respectant pas le jeu. Cette édition aura démontré que le football est traité comme un élément accessoire du business et mis au service d'autres intérêts que les siens. Sa puissance d'outil de soft power et de sports washing n'est plus à démontrer et il sert de support aussi bien au sponsoring à des fins de blanchiment d'image qu'à l'auto-célébration de dirigeants cupides et cyniques, le tout avec un mépris complet pour les dégâts environnementaux produits et promus. Effectivement, alors on parle aussi de cette mi-temps de 27 minutes en finale. Alors là, pour le coup, c'est des aléas climatiques évidemment, mais on se souvient aussi le France, c'était quoi, France-Irak, qui avait été interrompu plus de 2 heures à cause des aléas climatiques aussi. Ça a été terrible hein, d'attendre ces 2 heures. Moi, j'avoue que je m'étais endormi ou que j'étais parti me coucher parce que attendre plus de 2 heures comme ça pour un France-Irak, c'était assez long. Pour en finir avec cette Coupe du Monde, la Coupe du Monde reste belle même quand on l'abîme. Hélas, les matchs ont lieu. La compétition se déroule et captive malgré tout. Aucune des turpitudes de la FIFA, aucune dérive, aucune compromission ne semble encore altérer le pouvoir de séduction du football et sa compétition majeure. Rien ne compromet l'accaparement du Beautiful Game par la Fédération internationale. Son président Gianni Infantino, dans un fauteuil pour sa réélection l'an prochain, aura même les coups des franches pour mettre en œuvre son projet d'élargissement à 64 équipes. Catastrophique aussi, hein. La Coupe du Monde a lieu tous les 4 ans. Mais cela ne semble pas suffisant pour concevoir et mettre en œuvre des moyens de la reprendre à ceux qui l'ont accaparé pour satisfaire leur intérêt et leur ego. La nécessité en est pourtant plus flagrante que jamais avec ces 6 semaines. Alors, je suis peut-être pas forcément d'accord. Autant cette fois-ci, bon, voilà, on va passer outre. Mais bon, ça fait quand même 3 compétitions qu'on a une Coupe du Monde dans des pays qu'on n'a pas forcément envie de voir, qu'on n'a pas forcément envie d'avoir dans l'histoire du football. Après, voilà, s'ouvrir à d'autres pays, c'est bien, mais on a 2018 la Russie, quand même, 2022 le Qatar, et là, 2026 les États-Unis. Alors autant il y avait le Canada et le Mexique qui ont été assez bien, mais les États-Unis, bon, voilà, avec tout ce qui se passe en ce moment au niveau de la géopolitique, par une Coupe du Monde dans ces 3 pays sur les 3 dernières éditions. Euh, voilà, on commence petit à petit à perdre l'essence même du football, hein, le fameux Beautiful Game. Dans 4 ans, ça sera bon, Maroc, Espagne, Portugal. Donc, à voir, peut-être qu'il y aura encore des choses à dire sur ces pays aussi. Euh, mais voilà, une Coupe du Monde à 64 équipes, je pense que ça risque d'être, pour moi, à mon avis, même si on est 4 ans en avance, l'élargissement d'une Coupe du Monde à 64 équipes, on risque de perdre beaucoup, beaucoup, je pense, d'amoureux du football. Alors, je sais pas si je craquerai aussi, mais
on risque de perdre beaucoup, beaucoup d'amoureux du football avec une Coupe du Monde comme celle-ci, hein, qui va se passer. On en a parlé hier, hein, dans 6 pays au final, on a déjà 6 pays qualifiés pour la Coupe du Monde, parce qu'il va y avoir des matchs en Uruguay, en Argentine et au Paraguay, il me semble. Donc voilà. On risque de vraiment se lasser, hein, du gigantisme encore plus de la FIFA qui veut toujours en faire plus et c'est pas forcément nécessaire. Garder l'essence même du football et tout ira bien. Mais évidemment, ça ne s'annonce pas comme cela. On va finir avec l'actu Coupe du Monde aussi, la Coupe du Monde 2038 en France. On en parlait hier rapidement, on l'a cité, hein, on a parlé de la Coupe du Monde 2030, mais la Coupe du Monde 2038 qui pourrait se dérouler en France. Alors évidemment, c'est pas du tout acté, mais ça commence à en discuter tout de même. Un horizon lointain et une candidature qui ne sera pas forcément possible avant de se lancer éventuellement dans une candidature pour l'organisation en 2038 de la Coupe du Monde. Le camp français devra en savoir plus sur les règles de jeu fixées par la FIFA. C'est un article d'Étienne Moiti pour l'équipe. Si Zinedine Zidane faisait un bail aussi long, 14 ans, que Didier Deschamps comme sélectionneur de l'équipe de France, il sera toujours en poste lors de la Coupe du Monde 2038. Pour une compétition organisée en France, comme le souhaite l'association Territoire d'événements sportifs, qui recommande aux responsables de la FFF au pouvoir public de candidater pour organiser l'Euro féminin 2033, l'Euro masculin 2036 ou surtout le Mondial 2038. On rappelle, hein, la dernière compétition qui a eu lieu en France internationale, il me semble que c'est la Coupe du Monde féminine au niveau du football. Hein. Ok, la Coupe du Monde féminine, avant c'était l'Euro 2016 et avant ça c'était la Coupe du Monde 98. Je vais vérifier juste pour la Coupe du Monde féminine. Coupe du Monde féminine. France. Euh, il me semble pas, ils ont peut-être eu un euro. Je sais plus. Ah, c'est ça, 2019, ouais, je suis pas fou. 2019, il y a bien eu la Coupe du Monde en France, ouais. C'est ça. Ok, donc, qu'est-ce que nous dit l'article exactement? Face à la pénurie de candidatures et à l'accroissement du nombre des formats et des exigences des compétitions, la France présente en effet l'avantage d'être l'un des derniers pays en capacité d'organiser seul des grands événements sportifs de cette nature, souligne le rapport, avant de préciser qu'elle maximiserait toutefois certainement encore davantage ses chances en s'associant avec un autre pays européen comme l'Allemagne, notamment pour limiter ce bilan carbone de la compétition. Alors, je pensais pas forcément à l'Allemagne, mais peut-être à l'Italie. Il me semble ça fait un moment aussi qu'ils n'ont pas eu de Coupe du Monde, des Italiens ou d'Euro. Euh, donc l'Italie, Espagne, Portugal, du coup, ça sera non. Si on pense à la France, Italie, à la Suisse, ça m'étonnerait. La Belgique, à voir. Ou alors, genre, des pays frontaliers à l'Italie, genre, je sais pas, je crois que la Croatie est pas frontalière avec l'Italie, un truc comme ça. Ça pourrait être un truc comme ça. Hein. Mais avant de se lancer dans une telle bataille, le chemin est encore long. La prochaine Coupe du Monde en 2030 aura lieu en Espagne, au Portugal et au Maroc, avec 3 matchs au départ en Uruguay, en Argentine et au Paraguay, afin de célébrer, selon la FIFA, le centenaire de la Coupe du Monde. La première édition a eu lieu en 1930 en Uruguay. Mais ces quelques matchs qui leur ont été accordés servaient surtout à empêcher les Sud-Américains de pouvoir organiser la suivante, en 2034, que la Fédération internationale réservée à l'Arabie Saoudite, un très riche contributeur à ses finances depuis des années. Évidemment, le soft power de l'Arabie Saoudite. Le processus de candidature n'est pas encore ouvert. Pour 2038, personne ne sait encore quelles seront les règles du jeu mises en place par l'instance mondiale. Est-ce que l'Europe pourra être de la partie ou sera-t-elle écartée d'office afin de laisser la place à un autre continent? L'Asie ou l'Amérique du Sud pas assez servie en 2030. Il faudra aussi connaître le soutien des pouvoirs publics à un tel projet, car ce sont surtout les gouvernements qui se chargent du lobbying nécessaire pour convaincre les votants. Autrefois, c'était le Conseil de la FIFA, une vingtaine de représentants qui désignaient les pays organisateurs. Désormais, c'est l'Assemblée générale de la Fédération internationale, 211 pays membres qui se prononcent. Les votes sont rendus publics après le scrutin, ce qui le rend très politique. Pour l'heure, le processus de candidature n'est pas encore ouvert et rien n'indique qu'il le sera prochainement. Pour 2034, la FIFA avait réservé la candidature aux associations membres de la AFC Asie et de l'OFC Océanie, après avoir attribué 2030 à une candidature impliquant l'UEFA, la CAF et la CONMEBOL.
Donc l'UEFA, l'Europe, la CAF, l'Afrique et la CONMEBOL, l'Amérique du Sud. La France, en tant que membre de l'UEFA, ne pouvait donc pas candidater. Pour 2038, si les conditions sont réunies, elle a des atouts. Elle a prouvé sa capacité d'organisation 98, Coupe du Monde en 2016 euros et pour les Jeux Olympiques en 2024 aussi, avant les JO d'hiver de 2030. Elle a amélioré son parc de stades et jouit de bonnes connexions aériennes et ferroviaires, des atouts indispensables mais pas forcément suffisants. Pas mal. C'est un commentaire de LGC 58-56 sur l'article. C'est pour ça que la FFF baisse son froc devant un Fectino pitoyable. Bon, on est quand même légèrement d'accord, mais voilà, on le dit doucement, mais voilà quoi. On va aller sur l'actu Mercato, hein, le chapitre Coupe du Monde est une nouvelle fois clos. Alors pour aller sur l'actu Mercato, on va aller quand même mettre un petit tweet pour dire qu'on est bien une nouvelle fois en live pour discuter de l'actualité football, les amis. Comme ça, on aura... Ouh! Oh, désolé, on vient de tomber sur le maillot extérieur de Manchester United qui n'est pas à piquer des hannetons quand même, hein, et plutôt pas mal. Hop là, est-ce que ça va partir dans l'armoire, tout ça? Très très sympa, maillot extérieur, Adidas original. Bon, le petit sponsor qui est pas très beau, mais pourquoi pas? Ouais, j'aime beaucoup. Alors, on est toujours en live euh, pour parler de l'actu Mercato sur twitch.tv at trickfr1. Hop là, c'est posté. Et on va pouvoir continuer l'actu Mercato. On parlera de nos clubs de Ligue 1 aussi. Mais on va aller sur la première ligue avec Morgan Rogers qui signe son contrat avec Chelsea après un transfert record. Alors Morgan Rogers, il était un peu annoncé aussi dans pas mal de clubs. Je crois qu'il était en grande discussion avec Arsenal. Au final, c'est du côté de Chelsea qui va signer pour 138 millions d'euros. Donc il est le troisième ou quatrième plus gros transfert de l'histoire. Donc c'est assez fou pour un joueur qui était sur le banc avec la sélection anglaise. En tout cas, c'est un article de Alex Roberts. On se rappelle à l'époque, le transfert de Raheem Sterling du côté de Manchester City avait énormément fait de bruit. Encore plus avant, c'était comment il s'appelle? Wayne Rooney de Everton jusqu'à Manchester United. Mais voilà, encore une nouvelle fois, un club anglais qui passe d'un autre club anglais, enfin d'un joueur anglais qui est transféré dans un autre club anglais, ça fait toujours réagir, hein. C'est pour ça que je crois qu'à un moment, il y avait cette histoire peut-être de malédiction aussi sur les joueurs anglais qui jouent dans des clubs anglais, hein, qui deviennent des stars et qui sont transférés dans des grands, grands clubs anglais et qui n'arrivaient pas à réussir. Et c'est pour ça que les Anglais attendaient vraiment ce genre de joueur frisson qui pourrait faire un peu lever toute l'Angleterre. À l'époque, ça avait été Wayne Rooney d'Everton à Manchester United, on l'a dit. On se souvient Andy Carroll qui a été transféré, je crois, de Newcastle jusqu'à Liverpool, où ça avait été un flop total. On pensait des fois à pire, peut-être pas Peter Crouch, mais d'autres joueurs comme ça. Il y avait eu du coup, Raheem Sterling avait été plutôt une réussite du côté de Manchester City, même si on attendait toujours beaucoup plus de Raheem Sterling. Il me semble qu'il n'a pas remporté la Ligue des Champions avec City. Euh, et après, on pouvait pas lancer sur un Anglais. Euh, donc voilà, Morgan Rogers, c'est un peu dans la lignée de tous ces joueurs. Essaye de réfléchir aux autres joueurs anglais qui ont été transférés. Je crois que ouais, mais Michael Owen, il est passé par l'Espagne pour après revenir à Manchester United. Mais voilà, Morgan Rogers aurait signé son contrat avec Chelsea avant son transfert record de 137 millions d'euros en provenance d'Aston Villa. Le joueur de 23 ans était une cible de Chelsea depuis 2 ans et le club de l'Ouest de Londres a enfin obtenu gain de cause. Pareil, hein, pour le transfert de Harry Maguire, alors là c'est pas un attaquant, mais voilà, de club anglais à club anglais, en plus Manchester United aime bien dépenser des milliers des cents, voilà, 90 millions d'euros pour un défenseur qui reste bon, Harry Maguire, mais qui vaut pas 90 millions d'euros du tout. Selon David Orstein de The Athletic, Rodgers a désormais signé son contrat avec Chelsea, un engagement de 6 ans avec une option pour une année supplémentaire. Morgan Rogers a signé son contrat pour rejoindre Chelsea venant d'Aston Villa. Alors, c'est en livres, 117 millions de livres. L'attaquant de 23 ans va signer un contrat. Enfin, c'est quoi le contrat? 6 ans avec une option pour une année supplémentaire. Ok, j'avais pas tilté. Il va rejoindre Chelsea après la pré-saison
après le tour de pré-saison en Australie et en Asie. La plus grande value. Putain. D'accord. Cependant, Rodgers ne rejoindra pas ses nouveaux coéquipiers qu'après la tournée de pré-saison en Asie et en Australie, en raison de sa participation à la Coupe du Monde, hein, donc il va prendre des vacances. Les 137 millions d'euros représentent désormais un record pour le club, dépassant les 125 millions versés à Benfica pour Enzo Fernandez en 2023. Rodgers devient ainsi le joueur britannique le plus cher de l'histoire, dépassant Elliot Anderson d'1 million de livres. Il a également été largement rapporté que Rodgers a refusé de rejoindre le champion de première ligue Arsenal. Voilà, c'est ce que je disais après une discussion avec le nouvel entraîneur de Chelsea, Xabi Alonso. On l'avait dit, hein, il était plus proche d'Arsenal que de Chelsea, mais Xabi Alonso a renversé la balance, on va dire. Mais du coup, il se penche sur un autre joueur, Arsenal. Alors lui aussi, il était dans pas mal de discussions, Bruno Guimaraes, qui aurait entamé des discussions avec Newcastle pour Bruno Guimaraes, donc Arsenal, hein, pardon. Un article d'Alex Roberts pour Flashcore. Les hommes d'Arteta ont entamé des discussions avec Newcastle en vue d'un possible transfert du capitaine Bruno Guimaraes. Le mercato estival a mal commencé pour Newcastle, qui a vu plusieurs de ses cibles lui échapper et a en plus perdu Anthony Gordon et Sandro Tonali. Guimaraes, 28 ans, est également fortement pressenti pour un transfert vers l'actuel champion de Première Ligue Arsenal, même si Newcastle n'est pas disposé à vendre. Selon The Times, Arsenal a déjà entamé des discussions avec l'équipe d'Eddie Howe pour négocier un éventuel transfert de l'international brésilien. Porté par un nouveau contrat de sponsoring avec Emirates pouvant atteindre 70 millions de livres, 82 millions d'euros du coup. L'objectif d'augmenter les revenus issus des places corporate, Arsenal dispose d'une enveloppe conséquente pour investir cet été. Décidément, hein, les clubs anglais ne cessent jamais de dépenser beaucoup trop. On l'a vu, alors l'année dernière c'était pas Manchester, Liverpool, pardon. Liverpool qui avait dépensé 300 millions d'euros, hein, pour des joueurs qui n'ont pas forcément donné satisfaction. Bon, Manchester United, c'est un peu chaque année. Manchester City, euh, Arsenal aussi, hein, on se souvient avec l'arrivée de Declan Rice. Et il y avait eu d'autres joueurs, hein, ils avaient dépensé pour quasiment 200 millions aussi. Et là, cette année, c'est plutôt Chelsea, mais bon, Arsenal, on va en parler. C'est vrai qu'on devait faire un point sur le transfert market de Chelsea aussi, donc on va le faire. Hop, Chelsea. Alors, évidemment, pas tout est officialisé, du coup, on ne sait pas exactement ce qu'on va pouvoir dégoter. Mais voilà, pour faire une analyse. Donc, au niveau des transferts du côté de Chelsea. Alors, c'est bon, elles ont été enregistrées quand même. Alors, les départs, on a eu seulement tous les départs. Voilà, Marco Kurela, 55 millions, André Santos, 55 millions, et Tyrick George pour 20 millions d'euros. Si on revient du coup sur les arrivées, alors les arrivées, donc on a Kendry Paez, c'est un retour de prêt, mais à mon avis il va être évacué. Emmanuel Emega, pour le coup on n'a pas le transfert, mais il arrive de Strasbourg, bah, pareil ça doit être un. Bon après c'est leur argent, hein, c'est Bluco, donc Bluco ça vient de possède Chelsea et Strasbourg, donc le transfert n'a pas forcément d'utilité. Dastan Satpaev, donc lui c'est 4 millions. Enfin, non, 2,40, je sais même pas, avançant, d'accord. Denner pour 10 millions venant du Corinthians. Giovanni Kenda, 50 millions. Alors c'est signé ça? J'avais pas vu, d'accord. Giovanni Kenda, du côté du Sporting qui arrive à Chelsea. Marco Palestra pour 57 millions. Giovanni Kenda, c'est 50 millions, hein. Et Morgan Rogers pour 137 millions, sachant qu'il y a encore Valentine Barco qui pourrait arriver. Donc on est déjà à quasiment 250 millions à peu près pour Chelsea. Ouais, 250, voire on va se rapprocher des 300 millions, à mon avis, avant la fin du mercato. À voir aussi s'il y aura des départs qui pourront compenser tout ça, mais c'est assez fou quand même. En plus, c'était marqué sur le truc de Flashcore, je me suis trompé. Bam, historique, on va aller à 256,70 millions et des ventes à 132,30 millions. Donc voilà, la balance n'est pas bonne. Sachant que, à mon avis, bon, les départs, ils vont peut-être encore récupérer cinquantaine, entre 50 et 100 millions s'ils évacuent Nicolas Jackson, potentiellement Enzo Fernandez. À qui est-ce qu'on peut penser dans cet effectif de Chelsea qui pourrait partir? Donc Mike Penders aussi qui arrive. Non, Mike Penders, il continue. Bref, on s'en fiche.
Trevoh Chalobah qui devrait quitter Chelsea pour Com. Mamadou Sarr, à voir exactement est-ce qu'il va rester du côté de Chelsea aussi. Axel Disasi qui devrait être récupéré, enfin il devrait un peu récupérer d'argent. Potentiellement Benoît Badjachi qui devrait partir aussi. Qui pourrait quitter le club de Chelsea. Malo Gusto, on parlait de lui du côté de Manchester City, qui pourrait rapporter quelques deniers. Déjà, l'effectif, il est immense, hein. Jimmy Gittens, Garnacho, pourrait signer du côté de la Roma. Mikhailo Mudryk, toujours suspendu. Nicolas Jackson, qui pourrait partir une nouvelle fois. Liam Delap aussi, je pense pas que il soit convaincu, les dirigeants de Chelsea. Marc Gouillou, il me semble alors il a été prêté, puis revenu, puis et David Datro Fofana. David Datro Fofana, il appartient à Chelsea? D'accord, j'avais pas l'info. Donc voilà, pour ceux qui pourraient partir. Si Enzo Fernandez il est là. Bon, Enzo Fernandez, à voir ce qui va être fait pour lui. Donc voilà, hein, Chelsea, ça va encore bouger jusqu'à la fin de ce mercato. Alors là, c'est pas forcément de l'actu mercato, mais ça bouge du côté de Liverpool qui pourrait avoir un nouveau participant, un nouveau propriétaire minoritaire dans ce club de Liverpool. On sait que ça peut faire bouger les choses des fois dans des gros clubs comme ça. Donc on va voir ce qui est dit. Liverpool discute avec un consortium lié à Mittal pour une participation minoritaire. La holding américaine Fenway Sports Group FSG, propriétaire du club de Liverpool, a annoncé ce mardi des discussions préliminaires pour céder une part minoritaire à un consortium dirigé par Amit Bhatia, gendre du milliardaire indien de l'acier Lakshmi Mittal. D'accord. Un consortium d'investisseurs dirigé, géré et représenté par Amit Bhatia a manifesté son intérêt pour réaliser un investissement minoritaire stratégique dans le Liverpool Football Club, a déclaré à l'AFP un porte-parole de FSG, sans autre précision confirmant une information du Financial Times. Selon le quotidien, l'opération valoriserait le club de première ligue à plus de 6 milliards de dollars. 6 milliards, 5,25 millions d'euros, milliards d'euros, pardon. Si elle aboutissait. La révélation de cette discussion intervient quelques heures après l'annonce du départ d'Amid Bhatia du club londonien de Queen's Park Rangers après 18 ans en tant qu'administrateur et copropriétaire. Amit Bhatia a accepté de transférer sa participation dans le club au propriétaire majoritaire Ruben Nyanalingam, a-t-il souligné dans un communiqué sur le site officiel. Je me retire de mes responsabilités officielles avec fierté, gratitude et affection, a déclaré celui qui avait rejoint le club en 2007 avant d'être président entre 2018 et 2023. FSG, qui possède Liverpool depuis son rachat pour 300 millions de livres en 2010, a déjà cédé une part minoritaire en 2023 au fonds américain Dynasty Equity. Cette cession était alors destinée à réduire la dette contractée par le club alors que la crise sanitaire du Covid-19 a financé des projets d'infrastructure dont la rénovation du stade d'Anfield est à renforcer la position de Liverpool sur le marché des transferts. The Athletic avait alors fait état d'une transaction comprise entre 100 et 200 millions de dollars, donc 95 et 190 millions d'euros à l'époque. Outre Liverpool, FSG possède l'équipe de baseball des Boston Red Sox. Ok, donc à voir. Pour l'instant, il y a rien forcément d'officiel, hein. On en discutera évidemment. Désolé, je check un petit truc et je reviens de suite. Hop, ok. Donc on est reparti. Voilà, bon, on suivra ça de près. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose de sûr. Pour finir cette actu Première Ligue, on va aller sur une petite vidéo faite par l'équipe sur Erling Haaland. Alors, voir ce qu'il en est. Est-ce que c'est vraiment intéressant ou non? De toute façon, il ne dure pas très longtemps. Donc, on va voir ça de suite. Haaland, 26 ans, est déjà dans la légende. À seulement 26 ans, Erling Haaland s'est imposé comme l'un des plus grands buteurs de sa génération. Après avoir porté la Norvège jusqu'en quart de finale de la Coupe du Monde, l'attaquant de Manchester City continue d'affoler les statistiques et de récolter les éloges. De quoi il s'agit? Alors, je ne devrais pas penser que je suis quelqu'un de spécial simplement parce que je marque des buts, je suis Erling et ça ne changera jamais. Ma vie a beaucoup changé au cours des dernières années. J'essaie d'en profiter autant que possible. Ah, c'est son anniversaire, c'est pour ça, d'accord. Quelques jours après avoir mené la Norvège à son meilleur parcours de la Coupe du Monde avec 7 buts inscrits, Erling Haaland fête ses 26 ans. D'accord, c'est tout.
Les trois seuls cas d'un joueur norvégien marquant 2 buts ou plus lors d'un match ou d'un tournoi majeur ont tous été signés à Londres lors de cette He's même Coupe du for Monde me the best 2026. striker right now Pour moi, c'est le meilleur in attaquant au in the monde world actuellement. because Kolo Touré, he hein. can score Il sait any marquer sort tous les of types de goal. buts. Time and time, À he's chaque fois, il always cherche à prouver son immense trying to talent. prove how good he is. Le rapide à 150 buts, joueur de première ligue, toute édition de 173 matchs. Incroyable. Le Norvégien est aussi devenu le joueur le plus rapide à atteindre 50 buts en Ligue des Champions. It's alongside in terms of Son nombre de goals buts Van le place aux Nistelrooy, côtés but de Van especially were Nistelrooy two et surtout monsters of les having deux monstres Cristiano and qui sont Messi Ronaldo et within Messi. 50-20 years. Ces 15-20 Erling dernières is années. there. Donc c'est pas peu peur de là. Erling est à ce niveau. 25-2026, seuls Harry Kane et Kylian Mbappé ont marqué plus de buts de compétition confondue dans les 5 grands championnats européens. Erling est une machine à Erling but. is a goal machine and Erling est une continues to machine be, à but in my et opinion, reste, the best à mes striker yeux, in le the meilleur world. attaquant du monde. Un joueur exceptionnel, Sol Campbell, rapide, vif, redoutable du pied gauche, il est tout simplement incroyable. Presque un footballeur miraculeux. Donc voilà, que d'éloges pour ses 26 ans. Du côté de Erling Haaland. Pour se rappeler aussi, hein, pour un peu compléter tout ça, on se rappelle que Erling Haaland en 2022, hein, si Messi ne remporte pas la Coupe du Monde, je pense qu'il est largement favori pour remporter le Ballon d'Or, hein. Il remporte la Ligue des Champions de la Première Ligue. Il est meilleur buteur, il me semble, d'Europe, si je dis pas de bêtises. Euh, et donc il avait fait une saison exceptionnelle. Il n'est pas passé loin, hein, de décrocher le Graal. Alors là, une nouvelle fois, il sera pas dans la discussion, je pense. Mais mais voilà, il a seulement 26 ans. Donc, buteur le plus précoce en première ligue, buteur le plus précoce en Ligue des Champions, sur un nombre de matchs, hein. C'est pas vraiment forcément le plus jeune, mais, euh, mais voilà, donc à 26 ans, il a encore beaucoup d'années devant lui pour marquer l'histoire du football. Ah oui, j'avais oublié cette info aussi. Christian Somerville, hein, un peu la révélation du côté des Pays-Bas lors de cette Coupe du Monde, hein, le joueur de West Ham qu'on connaissait rapidement, mais pas forcément, hein, qui a un peu impressionné lors de cette Coupe du Monde. On pensait qu'il allait avoir beaucoup d'offres pour prolonger sa carrière et ne pas continuer du côté de West Ham et de la Championship. Au final, c'est du côté de la Saudi Pro League qu'il devrait faire ses valises. Al Hilal aurait trouvé un accord à 80 millions d'euros avec West Ham pour Somerville. C'est un article d'Alex Roberts pour Flashcore. Al Hilal aurait trouvé un accord colossal de 80 millions d'euros pour s'attacher les services de l'ailier néerlandais Crescencio Somerville en provenance de West Ham. Somerville, 24 ans, était l'une des rares satisfactions de West Ham la saison dernière, inscrivant 7 buts et délivrant 3 passes décisives en 34 matchs. L'ailier néerlandais était fortement pressenti pour un retour en Première Ligue après la délégation de West Ham, mais l'Aroma pensionnaire de Serie A semblait tenir la corde pour l'accueillir. L'Aroma avait formulé une offre de 46 millions d'euros pour Somerville ce mois-ci, tandis que Manchester United s'était renseigné sur sa situation et Aston Villa avait également manifesté son intérêt. D'après The Athletic, le club saoudien d'Al Hilal a finalement surpassé la Roma et trouvé un accord colossal de 80 millions d'euros. 24 ans, hein, qui va encore finir du côté de la Saudi Pro League. La visite médicale est désormais programmée. Somerville devrait s'engager sur le long terme avec le club. Donc voilà, hein, le football européen dépeuplé de ses talents par la Saudi Pro League. Là, pour le coup, c'est un peu plus intéressant. On va passer du côté de l'actu de la Liga et après, on ira sur notre Ligue 1, évidemment. Le Barça veut reconstituer la charnière centrale de l'Espagne avec Aymeric Laporte. Ça fait des années, hein, qu'on parle de Aymeric Laporte du côté du Barça avant qu'il signe du côté de Manchester City quand il était à l'Athletic Bilbao. Au final, il avait passé 5 ans dans le club de Manchester pour partir du côté d'Al Nasser. Là aussi, il y avait encore des rumeurs potentiellement pour voir Aymeric Laporte du côté du Barça. Et là, ça pourrait se faire une nouvelle fois. Donc, des nouvelles rumeurs, est-ce que ça va se faire ou non? C'est la question. En tout cas, c'est un article de César Suarez pour Flashcore. Aymeric Laporte, 32 ans, a été l'une des révélations de la Coupe du Monde. Alors, révélation de la Coupe du Monde, pas forcément. On connaissait le joueur quand même. Champion d'Europe, le pote. Donc, révélation, euh, pas forcément. Et le Barça, là, plus que jamais, dans son viseur pour qu'il reproduise la formule qui a tant réussi avec la sélection espagnole aux côtés de Pau Cubarsí. Malgré la FIFA qui les a exclus du vote pour le 11 idéal de la Coupe du Monde, les défenseurs centraux de l'Espagne ont été les meilleurs du tournoi, lequel a permis à la Roja de décrocher sa deuxième étoile. Ils n'ont encaissé qu'un but, un véritable record dans l'histoire de cette prestigieuse compétition. Attendez, la FIFA, ils n'ont pas mis les défenseurs centraux de la Coupe du Monde? C'est une dinguerie. 11 FIFA, Coupe du Monde? Attendez, c'est fou là ce qu'on me dit.
Non, moi je veux celui de la FIFA. Comment je peux trouver ça? Euh... FIFA. Mais attendez, c'est fou. Cucurella. Alors attendez. Ok, ok, ok. En train de chercher hein, le 11 de la compétition, s'il est vraiment ou si c'est encore une dinguerie inventée, ça. Ok, ok, ok. Merde. Bon, écoutez, je le trouve pas. Si quelqu'un le trouve, est-ce qu'il peut me l'envoyer sur le chat? Mais je ne trouve pas du tout. Je me suis mis. Ok, non. FIFA Fair Play, d'accord. Ok, bon, j'ai pas le 11, alors je vais essayer de le retrouver. 11 FIFA, Coupe du Monde 2026. Ah, il est là. Mais non. C'est le 11 de l'équipe. On s'entend pas. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On va passer outre. Donc, l'une des clés a été, on retourne sur Aymeric Laporte évidemment, l'une des clés a été la complicité du duo Koubarsi-Laporte. Quand l'un ne pouvait pas intervenir, l'autre était là. Si l'un allait au duel, l'autre couvrait l'arrière-garde. Si la sortie de balle de l'un était bloquée, l'autre prenait la responsabilité de relancer proprement depuis l'arrière. Une prestation après l'autre qui a poussé le FC Barcelone en quête d'un défenseur central à penser à l'hispano-français pour qu'il continue d'évoluer aux côtés du jeune formé à la Masia. Donc on le voit, hein, la carrière de Aymeric Laporte, alors là c'est à partir de Manchester City, mais il avait fait de très très belles saisons du côté de Bilbao précédemment. À première vue, son recrutement serait plus abordable que toutes les autres options envisagées ces derniers mois, même si après ce qui s'est passé lors des 2 derniers étés avec Nico Williams, la relation avec l'Athletic est loin d'être bonne, c'est vrai, c'est vrai. Et les Basques ne sont pas un club vendeur. Sa clause est abordable, même si Laporte a déjà 32 ans, autour de 15 millions d'euros selon Sport. L'Athletic a payé un peu moins de 9 millions pour le récupérer à Nasser la saison dernière, lors d'un transfert qui a failli empêcher de le jouer pendant plusieurs mois, car le club saoudien n'a pas enregistré les documents dans le système officiel des transferts internationaux dans les délais. La FIFA a toutefois validé l'opération par la suite et a permis à Laporte de jouer. Désormais, Barcelone est prêt à se lancer dans son recrutement, mais il faudra d'abord obtenir l'accord du joueur qui a signé avec les Basques jusqu'en 2028. Deco et son équipe travaillent déjà sur le dossier. Écoutez, là aussi, ça reste aux rumeurs, donc on verra ce qui se passe pour le Barça et Aymeric Laporte. Hein. De toute façon, quand on aura l'info, on vous la donnera. Le patron de la Liga, alors là c'est intéressant, hein. Javier Tebas, on le répète, hein, je ne suis pas forcément le plus grand fan de toutes les déclarations de Javier Tebas, mais là pour le coup je suis plutôt d'accord. Hein. Le patron de la Liga accuse la FIFA de détruire l'industrie du football. Pour une fois qu'il dit pas de conneries. Le président de la Ligue de football espagnol, Javier Tebas, a accusé ce mardi la FIFA de détruire l'industrie du foot après l'annonce de discussions sur une possible Coupe du Monde à 64 équipes en 2030. Dans une interview à un quotidien sportif italien, M. Tebas a également jugé que le temps de Gianni Infantino était révolu, dénonçant auprès de la Gazzetta dello Sport un système vicié à la base qui lui permet de diriger la FIFA depuis une décennie. Augmenter le nombre d'équipes nationales n'a aucun sens. L'industrie du football ne se résume pas à la Coupe du Monde, aussi importante soit-elle. Ils sont en train de détruire l'industrie du football, celle qui génère des dizaines de milliers d'emplois, pour un événement qui dure 40 jours et ne concerne qu'une minorité de joueurs, a estimé le patron de la Liga. Nous avons exprimé à maintes reprises nos inquiétudes concernant le calendrier des compétitions et maintenant, ils veulent organiser une Coupe du Monde à 64 équipes, a déploré le dirigeant espagnol, en soulignant que ce sont les équipes nationales qui font vivre ce sport.
Nous avons besoin de moins d'équipes nationales et d'une meilleure protection du football national à tous les niveaux. Ils ne s'en rendent pas compte et prennent des décisions de manière irresponsable, a ajouté Tebas. Lors de l'ouverture du mondial en juin, Gianni Infantino avait évoqué des discussions sur une extension à 64 équipes pour le centenaire de la Coupe du Monde en 2030 qui se déroulera dans plusieurs pays, Espagne, Portugal, Maroc, mais aussi Paraguay, Uruguay et Argentine. Le président de l'UEFA, Alexander Seferin, estimait en avril qu'un tel format n'était pas une bonne idée pour la Coupe du Monde ni pour nos qualifications. C'est même Seferin. Hein. Alors on sait que Alexander Seferin, le président de l'UEFA, et Gianni Infantino ne sont pas les meilleurs amis du monde, même si pareil, hein, Alexander Seferin, c'est pas le mec le plus louable non plus, hein, pas le plus grand fan en tout cas. On est plutôt d'accord avec lui dans ce cas. Voilà, on va parler de l'actu Ligue 1, évidemment. Alors là, c'est un petit dossier fait par l'équipe sur les dirigeants de nos clubs français. 13 clubs sur 18 sont détenus par des capitaux non français. Pourquoi les propriétaires étrangers sont de plus en plus nombreux en Ligue 1? C'est une vraie discussion à mettre sur la table. Hein. Nous qui sommes suiveurs de l'OGC Nice, on le rappelle, ce sont des dirigeants anglais hein, qui sont à la tête du club. Alors évidemment, on a Maurice Cohen qui est président du club, mais c'est pas lui qui verse son propre argent. 13 clubs, pardon, 13 clubs sur 18 détenus par des capitaux non français. Pourquoi les propriétaires étrangers sont de plus en plus nombreux en Ligue 1? 13 clubs sur 18 détenus par des capitaux non français. Pourquoi les propriétaires étrangers sont de plus en plus nombreux en Ligue 1? À l'aube de la saison 2026-2027, 72 des clubs de Ligue 1 sont détenus par des capitaux non français. C'est une tendance claire depuis plusieurs saisons qui ne devrait pas ralentir. C'est un article de Arnaud Herman pour l'équipe. 13 sur 18, jamais les clubs français engagés dans le championnat de Ligue 1 n'ont été aussi nombreux qu'en cette saison 2026-2027. À battre sous pavillon étranger pour filer la célèbre formule au début des albums d'Astérix. Ils ne sont plus que 5 irréductibles gaulois à résister aux envahisseurs. Au sein de ce groupe de 5, on peut différencier deux catégories majeures. Et oui, évidemment. Les milliardaires français, les Arnaud au Paris FC et les Pinot au Stade Rennais, pardon, je vais dire Stade français. Pas du tout le même sport. Et celle d'hommes d'affaires locaux, Denis Le Saint au Stade Brestois, Saïd Chaban à Angers et Joseph Ougourlian au RC Lens. On rappelle, hein, Saïd Chaban, il y a quelques casseroles aux fesses lui aussi. Ces 5-là font donc figure de rareté dans le paysage du foot français et dans les années à venir, leur nombre pourrait être moindre encore. Face à la nécessité de devoir remettre au pot chaque saison, ou presque, le président du SCO ne cache pas depuis des années son souhait de céder son club. Son homologue brestois a récemment confié à l'équipe que son modèle économique n'était plus viable et qu'il fallait en envisager un autre. En parallèle, il a contacté plusieurs banques d'affaires à la recherche d'un acquéreur ou d'un partenaire. Quant à Ougourlian, il a déjà ouvert le capital de son club et était en négociation il y a peu pour une cession de parts plus importante. Depuis de nombreuses années, à l'exception des Arnaud propriétaires du Paris FC depuis fin 2024, on observe les clubs français se vendre à des investisseurs étrangers. Pour quelles raisons en est-on arrivé là? Il y a eu un avant et un après Covid 2019-2020, confie un économiste. Il y a un besoin de financement important, les clubs ayant du mal à y faire face et les investisseurs français sont absents, poursuit un banquier d'affaires habitué au dossier de reprise. La multipropriété gagne du terrain. Les explications à cette tendance sont multiples. Plusieurs mauvaises décisions ces dernières années des dirigeants de la Ligue de football professionnel et des présidents de clubs dans l'attribution des droits télé ont entraîné leur chute vertigineuse, alors qu'ils étaient l'un des deux piliers avec les transferts de l'économie du foot français, l'absence de suspense avec un PSG ultra dominant, la fuite de nos meilleurs talents, une fiscalité désavantageuse, notamment les charges sociales bien plus élevées qu'en Allemagne ou en Espagne par exemple. Et enfin, la raréfaction des subventions venant des collectivités locales contribue également à cette situation. A contrario, le savoir-faire français en matière de formation constitue un pouvoir d'attraction pour des investisseurs internationaux. Alors, on va juste checker, du coup, les clubs détenus par des Français et des étrangers. Alors, on va commencer d'en bas par en haut. Nice, c'est détenu par Ineos qui sont anglais. Marseille, Franck McCourt, américain. Monaco, Dimitri Ribolovlev, le dirigeant russe. Toulouse, détenu par Redbird Capital Partners, des Américains. On va voir hein, qu'il y a pas mal d'Américains dans le foot français aussi. Michel Kang, qui est coréenne mais qui fait partie d'un groupe américain aussi. Angers, c'est Chaban, du coup, qui est français. Lorient, Black Knight Football Club, encore des Américains. Auxerre, c'est un Chinois avec James Zhu.
3, ce sont en fait, c'est le City Football Group, donc ceux qui possèdent Manchester City, donc l'Arabie Saoudite. Le PSG, vous le savez, c'est le Qatar, évidemment. Strasbourg, c'est encore des Américains avec Blueco qui possède Chelsea aussi. Le Mans, ce sont des Brésiliens, d'accord, avec Outfield Inc. Rennes et Brest, ce sont des Français avec Denis Le Saint et la famille Pinault, qui sont multimilliardaires, évidemment, hein. Le Havre, c'est Blue Crow Sport Group. On en a parlé aussi pendant la Coupe du Monde de Blue Crow qui voulait potentiellement quitter le Havre, hein, mais qui sont des investisseurs américains. En France, c'est Joseph Ougourlian. Et c'est des clubs en multipropriété. Alors ça, j'avais pas l'info. Et Lille, c'est Merlins Partners qui sont des Luxembourgeois, hein. Donc ça, c'était les discussions à l'époque avec Gérard Lopez, hein. Il y a eu aussi un problème d'image, ajoute le banquier. Les acteurs français qui pourraient investir non, ont non, pas la volonté car le foot jouit d'une mauvaise réputation. Et contrairement à un investisseur étranger, un Français sait qu'il restera dans le paysage local. Si ça se passe mal et on viendra le chercher d'une manière ou d'une autre, ce phénomène apparaît donc inéluctable. Inexorable confirme Bernard Caillasio, qui a mis du temps à trouver un acheteur pour l'AS Saint-Etienne. Le dirigeant a fini par sceller un accord avec le milliardaire canadien Larry Tannenbaum après plusieurs pistes infructueuses en France et à l'international. Ce n'est pas facile de trouver quelqu'un avec la puissance financière nécessaire, capable d'assurer la pérennité du club. Il y a quand même beaucoup de candidats dont on peut douter de leur véritable surface financière, enchaîne Caillasio. Euh, Cette évolution n'est pas propre au football, on l'a vu dans d'autres secteurs d'activité de notre économie. Parmi les clubs de Ligue 1 passés sous pavillon et sous capitaux étrangers, une majorité se retrouve aujourd'hui en multipropriété. Selon une étude du Centre international d'études du sport, CIES, le nombre de structures de ce type en Europe a été multiplié par 5 entre 2016 et 2023. Cela représenterait 52 clubs contre 274 euh, 7 ans plus tard. Sur les 3 dernières années, ce mode d'investissement a encore gagné du terrain. 9 clubs de Ligue 1 sont aujourd'hui en situation de multipropriété. Le Havre, Le Mans, Lens, Nice, Toulouse, Troyes, le PSG et Strasbourg. Alors, j'avais pas l'info. Alors, Nice, évidemment, c'est Manchester United et Lausanne. Troyes, c'est le groupe de City, donc avec Manchester City. Il y a un club New York City aussi. Qu'est-ce qu'on a aussi? Le club de Sydney, il me semble. Le Paris Saint-Germain, je crois qu'il possède des clubs au Portugal, du coup. Le PSG. Toulouse, j'avoue que j'ai pas l'info. Lorient, c'est Bournemouth, avec Black Knight Football Club, hein, qui aussi risque de se transformer comme Strasbourg, hein, dans le petit frère du club de Première Ligue, hein, Strasbourg avec Chelsea. Lens, pour le coup, j'ai pas l'info non plus. Le Mans, alors là, il doit avoir des clubs au Brésil potentiellement. Et Le Havre, il possédait des clubs en Espagne et qu'ils ont lâché, hein. Donc c'était Leganés, je crois, il me semble. Et il possède, j'ai plus l'info pour Le Havre, mais oui, c'est effectivement, il possède d'autres clubs. Je crois que c'est de la Championship en Angleterre, hein. La Bundesliga et la Liga résistent. En Europe, l'afflux d'investisseurs étrangers font notamment, surtout américains, est aussi prégnant. Prégnant. Voilà, ils sont là, quoi. Notamment en Angleterre et à un degré moindre en Italie. En première ligue, 16 clubs sur 20 sont sous capitaux hors Royaume-Uni et 11 sur 20 dans le championnat italien. C'est culturel, pense Bernard Calasio. Il y a des pays où les gens fortunés rechignent moins qu'en France à investir dans leur foot national. En Italie, il y a les Baronnes comme De Laurentiis à Naples. La France ne fait que suivre les Anglais. Parmi les 5 grands championnats européens, la Liga et la Bundesliga résistent. En Espagne, quelques clubs ont basculé comme Valence, Peter Lim ou Gérone City Football Group. Ah oui, il possède Gérone aussi, le City Football Group, propriétaire de Manchester City, mais il demeure en minorité 5 ou 6. Quant à l'Allemagne, la règle du 50 plus 1 oblige à ce que le club supporte l'association de membres de supporters ou une entreprise locale fidèle. Bayer à Leverkusen, Volkswagen à Wolfsburg. Concerne la majorité des droits de vote, ce qui limite fortement la prise de contrôle par les entités privées, le RB Leipzig, Red Bull étant une marque autrichienne, fait figure d'exception et a pu contourner cette disposition en rachetant la licence d'un club amateur qui l'a ensuite fait grandir. Plus que jamais à l'avenir, les clubs de Ligue 1 propriété de fonds français seront une denrée rare. Il y a quelques temps, Vincent Labrune, le président de la LFP, avait alerté sur le fait que le foot risquait de devenir de plus en plus un sport de milliardaires. Étrangers aurait-il pu ajouter. Merci, mon cher Vincent Labrune, hein. Tes conseils sont totalement nécessaires.
Voilà, on va continuer hein, sur cette discussion de l'investissement dans les clubs français. Jean-François Bourg, économiste du sport, sur la multiplication des investisseurs étrangers en Ligue 1. Il mise sur le football car c'est un gisement illimité. Économiste et chercheur au Centre de droit et d'économie du sport, au MIGE, hein, à l'Université de Limoges, Jean-François Bourg explique que l'arrivée massive de fonds étrangers dans le foot français par l'investissement limité que cela représente pour eux et par les perspectives de plus-value qu'offre la popularité de ce sport. C'est un article de Arnaud Herman pour l'équipe. Jean-François Bourg est économiste et chercheur au Centre de droit et d'économie du sport, membre de l'International Association of Sports Economists. Il est un spécialiste reconnu à l'économie du sport à laquelle il a consacré 18 ouvrages traduits en plusieurs langues, dont l'économie du sport avec Jean-Jacques Bouguet aux éditions La Découverte. Il explique l'attrait des investisseurs étrangers pour les clubs de foot français. Comment expliquer cette arrivée massive de fonds étrangers en France? Le sport américain, les 120 franchises des 4 grandes ligues, NBA, NFL, MLB et NHL sont saturés. En France, le ticket d'entrée est relativement faible et pour les investisseurs étrangers, une plus-value à leur revente est possible au terme, d'où leur montée en puissance dans l'Hexagone. Aujourd'hui, 72% des clubs de Ligue 1 appartiennent à des capitaux étrangers. C'est fâcheux car il s'agit d'une dépossession d'un bien immatériel ancré dans un territoire et dans une histoire, d'où un risque de déconnexion et de perte d'identité. Avant 2020, c'était marginal. Pourquoi cet attrait selon vous? Les fonds misent sur le football car c'est un gisement illimité et acyclique, pardon, donc sans cycle, de contenu et de flux financiers. Cette activité est remise mieux que toute autre aux périodes de crise car les 4 milliards de fans que compte la planète continueront toujours à consommer du football. On l'a vu à la Coupe du Monde avec des stades pleins malgré les prix des places. Le business doit être un moyen, pas une finalité, ce qu'il a tendance à être désormais. Les investisseurs anticipent une future croissance des revenus télé, notamment en France. Donc par ailleurs, il faut souligner l'excellence du système de détection et de formation des talents qui offre des plus-values exceptionnelles lors des transferts. La proposition de loi sur le sport professionnel récemment votée renforce le pouvoir de contrôle des DNCG sur les ventes de clubs en multipropriété. Comment jugez-vous cette mesure? C'est une bonne chose. Il existe une opacité sur les fonds issus de la multipropriété, donc le renfort par les organes de contrôle ne peut être que positif. La multipropriété en soi est plus perverse que l'origine étrangère des fonds. C'est tout? Putain, je pensais que ça allait être plus long quand même. Bon, on n'a pas forcément appris grand-chose, hein, à part que le foot est la poule aux œufs d'or pour les investisseurs et qu'en France, vu qu'il n'y a plus d'oseille, eh ben, les investisseurs étrangers investissent. Hein. Ok. Mais on continue aussi avec l'investissement dans les clubs français avec John Textor, hein, l'ancien membre de Eagle Foot, Eagle Group, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, Eagle Sports peut-être, bref, réclame 350 millions d'euros de dommages et intérêts à Kant devant la justice américaine. On le rappelle, hein, lui aussi, hein, qui fait partie d'une multipropriété avec... alors, je crois que... Alors, je ne sais plus exactement s'ils sont toujours en tant que multipropriété, mais Eagle possédait une partie de Crystal Palace qu'ils ont revendu, mais il y avait Molenbeek en Belgique et il y avait Botafogo au Brésil. Alors, c'est encore un peu flou pour moi si ça appartient toujours à Eagle ou ça appartient exclusivement à John Textor. Donc, il réclame 350 millions d'euros de dommages et intérêts à Kang devant la justice américaine. L'homme d'affaires américain John Textor, ancien propriétaire et président de l'Olympique Lyonnais, a déposé une plainte en Floride pour réclamer 400 millions de dollars, environ 350 millions d'euros à Michel Kang qui a racheté l'OL en juin, a appris à l'AFP ce mardi. Euh, Ah bah voilà, Actu Mercato, ça vient de tomber, c'est une info de l'équipe. Il y aurait un accord entre l'AS Monaco et le FC Nantes pour Mathis Ablin. Voilà, donc Mathis Ablin qui devrait débarquer du côté de l'AS Monaco. Il y avait déjà eu des rumeurs la saison dernière. Donc ça devrait se faire pour Mathis Ablin du côté de l'AS Monaco. Alors on verra le prix un peu plus tard peut-être. Mais voilà, comme ça vous avez l'info en direct. Textor, pardon, qui avait racheté l'OL en 2022 à Jean-Michel Aulas avant d'être évincé du club en juin 2025, accuse la femme d'affaires américaine d'avoir mené une conspiration pour prendre le contrôle et la propriété de Lyon. D'après la plainte déposée devant la justice américaine en Floride et consultée par l'AFP, selon l'Américain de 60 ans, Kang se serait rendu coupable de corruption, d'abus de pouvoir, de présentation de comptes falsifiés et de dissémination d'informations fausses ou trompeuses. De son côté, le club lyonnais avait déposé en juin auprès du procureur de Lyon une plainte contre X pour des abus de biens sociaux, après avoir mené une enquête interne, un certain nombre d'opérations menées entre mai 2023 et juin 2025. Des dates qui couvrent la présidence de Textor, même si son nom n'était pas cité dans le communiqué du club.
L'audit interne de l'OL concluait à une désorganisation délibérée des activités de l'entreprise avec une opacité systématique dans la gestion financière, dénonçant notamment des flux financiers de plusieurs centaines de millions d'euros qui semblent avoir été effectués sans justification économique. Fin 2022, Textor était devenu actionnaire majoritaire du club septuple champion de France par le biais de la société Eagle Football Holdings Bidco, dans un conglomérat comprenant notamment l'OL mais aussi Crystal Palace, revendu l'an dernier après des problèmes financiers, le club brésilien de Botafogo Molenbeek en Belgique. D'accord. Donc, le biais de la société Eagle Football dans un conglomérat comprenant notamment revendu l'an dernier pour des problèmes financiers. Donc, ça c'est Crystal Palace. Ok. Devenu président de Lyon en mai 2023, Textor a vu depuis les problèmes financiers s'accumuler, le club français frôlant la relégation administrative en juin 2025 en raison d'un fort endettement. Il a alors été remplacé par Michel Kang, 67 ans, et déjà propriétaire de la section féminine de l'OL Lyon, qui a racheté le club en juin dernier, parvenant à sauver sa place en Ligue 1. Les ennuis financiers se sont depuis accumulés pour Textor en contentieux avec le conglomérat Eagle Football Holdings, qui a été placé sous administration judiciaire fin mars en Angleterre. Après avoir perdu le contrôle de Lyon, Textor a été écarté de la direction de Botafogo en avril alors que le club brésilien est criblé de dettes. Le 1er juillet, la SAF Botafogo, société anonyme qui gère le club, avait annoncé que les actionnaires du club avaient voté à l'unanimité la révocation de Textor de ses fonctions au sein du conseil d'administration du club. Ah bah, c'est la descente aux enfers pour John Textor. Alors descente aux enfers, attention, hein. Il a encore plein de millions, même s'il en doit plein, il a encore plein de millions. Et on s'inquiète pas, pour lui, il va bien manger jusqu'à la fin de sa vie, le pote. On va parler aussi du foot français avec la réforme du sport professionnel visant notamment les dérives dans le football. Hein. On parlait de John Textor et de l'Olympique Lyonnais, bah voilà, les dérives dans le football. Alors, je suis pas sûr que ça concerne tout ça, mais on va voir exactement ce qui est dit. Hein. Ça fait des mois et des mois que c'est discuté au sein du Parlement. Ça avait été repoussé pour un vote. Donc, elle arrive enfin, cette réforme du football professionnel. Le texte porté par le sénateur Union centriste du Val-de-Marne, Laurent Lafont, a été voté par le Sénat mardi au lendemain de son adoption par l'Assemblée nationale. Il faudra toutefois s'armer de patience pour en voir les premiers effets. C'est un article de Mouna El Mokhtari pour Le Monde. Députés et sénateurs ont adopté lundi 20 et mardi 21 juillet de façon définitive la proposition de loi Lafont relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel. Le texte doit désormais être promulgué dans les 15 jours par le président de la République, sauf saisine du Conseil constitutionnel. La réforme ne devrait toutefois pas être immédiatement opérationnelle. De nombreuses dispositions dépendent encore de décrets, de nouveaux statuts ou de conventions à venir. Alors, on va rentrer dans les détails. Parmi les mesures phares, les fédérations sportives pourront retirer aux ligues, après approbation du gouvernement, leur subdélégation de services publics en cas de défaillance ou de difficultés sérieuses de financement. En gros, les fédés vont pouvoir prendre le contrôle des ligues. Une société commerciale associant la fédération et les clubs pourrait alors reprendre une partie de ses activités, notamment la gestion des droits et certains aspects de l'organisation des compétitions. Ce point vise sans détour le football, englué depuis plusieurs années dans une crise des droits télé. La loi renforce également le contrôle financier du secteur. La Cour des comptes pourra examiner la gestion des fédérations, des ligues et des sociétés commerciales, tandis que les organismes de contrôle de gestion verront leur pouvoir élargi. Le texte encadre aussi les rachats de clubs, fixe à 1 pour 3 l'écart maximal de redistribution des recettes audiovisuelles entre clubs d'une même compétition, prévient certains conflits d'intérêts avec les diffuseurs et renforce la lutte contre le piratage ainsi que la protection des parieurs. Si la réforme concerne plusieurs sports, elle vise avant tout les dérives constatées ces dernières années dans le monde du football. L'adoption du texte a d'ailleurs été saluée par les présidents du RC Lens, Joseph Ougrourian, et du Havre, Jean-Michel Roussier. Alors voilà, ce qu'on disait tout à l'heure, hein. Joseph Ougrourian, c'est plus contre la LFP que contre cette réforme qu'il en veut. Donc on ne va pas tout mélanger. Toutes ces décisions de bon sens auraient pu être prises par la Ligue 1, a estimé le premier auprès du monde. C'est dommage de devoir en passer par la loi, mais la représentation nationale a fait son job et elle envoie un message fort à la refondation que j'appelais de mes voeux, portée sur plus de transparence, plus d'équité, et on l'a. Début juillet, les dirigeants de 8 clubs professionnels, dont l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais, avaient aussi fait part de leur soutien à la réforme dans un communiqué transmis à l'agence France-Presse. Il soulignait que les ajustements apportés au texte final sécurisaient le cadre dans lequel les clubs peuvent investir dans la formation, les infrastructures et le développement de leur activité tout en renforçant les garanties attendues par les pouvoirs publics et les citoyens. Sollicité par le Monde, la Ligue de football professionnel, dont le conseil d'administration avait adopté une résolution unanime visant à rejeter le texte, évidemment, hein. On va leur enlever du pouvoir à la Ligue. En l'état, début juin, n'a pas souhaité commenter son vote définitif.
certaines ambitions réduites. La version retenue par le Parlement a toutefois réduit certaines ambitions du législateur, ont notamment disparu l'obligation de créer un lot audiovisuel permettant la diffusion gratuite d'un événement par semaine. L'inscription dans les contrats de diffusion d'engagement prévus en faveur du sport féminin, le plafond légal de masse salariale fixé à 65% du budget des clubs et l'interdiction pure et simple de la multipropriété. D'accord. Ils ont enlevé la multipropriété dans le football féminin, c'est ça? Dans le sport féminin? S'il aurait préféré le maintien de cette dernière mesure, le député de la France Insoumise de la Seine-Saint-Denis, Éric Coquerel, s'est réjoui auprès de l'AFP d'une avancée. Jean-Michel Roussier, lui, défend le compromis trouvé pour encadrer ces pratiques. On ne peut pas interdire la multipropriété si les autres pays européens continuent de l'autoriser, estime-t-il. Le président du Havre, jugé aussi inconcevable d'imposer la diffusion gratuite d'un match de championnat, on aurait vraiment tué sa valeur qui réside dans le fait de proposer les 9 matchs sur un seul abonnement, soit un produit exclusif tout en luttant contre le piratage, argue-t-il. Plusieurs des dispositions qui ont été écartées ou assouplies soumettaient l'économie du sport et en premier lieu du football à des obligations sociales en matière d'accès du public, d'égalité ou de santé publique. On va peut-être regarder, hein. Je pense que Romain Molina a fait une vidéo sur ça, donc peut-être que ça sera un peu plus simple parce que là, j'avoue que j'ai du mal à tout comprendre exactement. Les paris sportifs. Ainsi, les parieurs âgés de 18 à 25 ans pourront relever leur plafond de jeu au terme d'un délai fixé par décret qui ne pourra être inférieur à 2 semaines. Contrairement contre un mois dans une version précédente de la loi, l'autorité nationale des jeux pourra limiter elle-même et pour un an le montant des pertes auxquelles ce public particulièrement touché par le jeu excessif pourra s'exposer. Mais l'article instituant le whistle-to-whistle ban, soit l'interdiction de faire de la publicité pour les paris sportifs pendant les rencontres, mais aussi 5 minutes avant et 5 minutes après, est en revanche abandonné. Pour Jean-François Villotte, directeur général de la Fédération française de football, la loi, même imparfaite, consacre une évolution très significative de l'organisation du sport en général, notamment féminin et du football en particulier, susceptible de responsabiliser les acteurs et de rendre plus lisible la gouvernance. Début septembre, l'instance réunira les acteurs du monde professionnel. Nous avons 6 mois pour mettre en place cette société de clubs et préparer les détails de la convention de subdélégation qui y sera consentie, avec l'objectif de créer de la valeur et de mettre en œuvre la loi de façon positive, explique M. Villotte. Nous sommes prêts à travailler, affirme déjà du côté de Lens Joseph Ourgoulian. D'accord. Alors exactement, qu'est-ce que ça dit? Parce que là, je comprends pas tout. Il est où? Les recherches, hein, racistes dans de requin. Les amis, c'est juste pour trouver des mèmes. Hein. Ah, il n'y a pas de. Ah, il n'a pas encore fait la vidéo sur la réforme du foot français. Il va sûrement en faire une. Hein. Qui en a fait une avant? FIFA France, non. Ah, là, il était full Coupe du Monde. Hein. Le rendez-vous, l'envers du décor de la Coupe du Monde. Apparence trompeuse. Non, pour l'instant, il n'y a rien sur la réforme. Peut-être qu'il en parlera un peu plus tard, en tout cas. Bon, il parle de l'AJOCR il y a plus d'un mois. Qui passera à la DNCG. Où est passé l'argent de la FFF? Ah, bilan de la saison de National. Ah, j'ai déjà vu ce truc. Bilan de la saison, bilan de la saison. Ok. Bon, on en parlera peut-être un peu plus tard, en tout cas, de cette réforme. Hein. On va juste continuer. Voilà, l'OM et l'entourage de Franck Macourt satisfaits sur la réforme de la gouvernance du sport professionnel français que ce soit adopté. Alors, hop, hop, hop. Alors, attendez. Réforme du sport français. Il y a bien quelqu'un qui a fait une vidéo sur ça. La séance publique. Réforme du sport pro. Ok, pour l'instant, il n'y a pas de réaction. J'avoue que j'ai encore du mal exactement à comprendre, hormis le fait que la FFF pourra gérer la ligue en cas de vrais soucis, qu'il y ait des restrictions pour les paris sportifs. Sinon, j'ai pas tout très bien compris en tout cas. Et
Bon, la LFP qui ne représente plus les clubs, donc ça, on est plutôt d'accord, hein. Pas mal de présidents sont dans ce cheminement. Hum. Alors, nous nous réjouissons du vote de cette loi à la quasi-unanimité qui constitue une première étape indispensable pour engager la reconstruction d'un football français fragilisé depuis plusieurs années et donner un cadre clair aux réformes qui doivent désormais être mises en œuvre. Alors là, en fait, c'est pour donner un cadre. Tu as fait un truc pour réformer, pour donner un cadre, ok, mais c'est pas encore fait. En gros, ça arrive dans. Nous avons pris toute notre part aux réflexions engagées sur l'avenir de notre sport et nous avons constamment défendu la nécessité de faire évoluer son cadre de gouvernance. C'est pour ça- Putain, mais ils disent rien dans ce putain d'article. Des fois, on se demande s'il faut pas demander à ChatGPT, hein. Euh, Autre point qui posait problème aux contestataires, c'est l'histoire de la rémunération des sélectionneurs. Alors là, eux, ils sont... Alors, attendez. Elle m'appelle autour d'une saison et quelqu'un. Il n'y a rien sur la réforme du foot français, du sport français là. Réforme. C'est fou. C'est vrai que ça serait à moi de la faire, mais pour le coup, j'ai pas eu le temps. Est-ce qu'il y en a qui en ont parlé? Non, j'ai pas l'impression. Alors, la redistribution des droits TV entre clubs sera encadrée. La possibilité, donc ça on l'a vu, c'est pas que pour le foot, mais genre en gros la possibilité pour les fédérations de retirer la subdélégation de services publics aux ligues en cas de défaillance ou de difficulté de financement, laquelle vise directement la FFF et la LFP qui font face à une baisse importante de 80% des droits TV en 6 ans. Donc voilà, c'est en cas d'ingérence, en gros la FFF prend le relais sur la LFP. Elle réduit également l'écart de redistribution des droits TV entre les clubs dans un rapport de 1 à 3 et veut limiter les conflits d'intérêts régulièrement pointés du doigt dans le football lorsqu'il y a débat sur les futurs diffuseurs. Ok. Le texte renforce également les contrôles sur la multipropriété des clubs, mais sans toutefois interdire son principe comme envisagé par certains parlementaires. Donc la multipropriété, ça interdit, mais pas trop. Ok. Alors, il y a aussi un article qui plafonne les rémunérations des salariés et fédérations des ligues à 450 000 euros par an, comme tous les dirigeants d'une entreprise publique. Donc ça, on en avait parlé avec le salaire de Zinedine Zidane, hein, qui devait obtenir une dérogation. Voilà, la clause Zidane, hein. Outre la gouvernance du football, la loi vise également à lutter contre le piratage qui représente un manque à gagner de 300 millions d'euros. Donc là, ils veulent faire sauter tous les IPTV, évidemment. C'est une réforme majeure, hein. Ils veulent éviter tout ce qui est piratage. Bon, ça, c'est plutôt logique. Et donc, à publier dans les meilleurs délais les décrets d'application à suivre. En gros, il y a des points importants qui ont été notés dans cette réforme du Parlement. Alors, qu'est-ce qui sera mis en place? En tout cas, en fait, voilà, c'est exactement. C'est typiquement l'administration française un peu. C'est qu'en gros, on dit on va faire ça, on applique un cadre, voilà, on a souligné 4 points, la multipropriété, l'argent dans le foot français, la prise en charge des fédérations envers les ligues. Et après, c'est ben, genre
démerdez-vous, faites ce que vous avez à faire. Mais en gros, pour ça, le temps que ça soit mis en place, il y aura déjà une nouvelle loi qui va tout décaler. Au final, je pense qu'on aura rien. À mon avis, c'est quoi l'expression? Pisser dans le cul d'une vache ou un truc comme ça, je sais plus exactement. Mais voilà, je pense que ça va rien apporter au foot français, encore une fois, cette réforme. Je pense que ça va rien apporter. Alors, je sais pas comment ça se passe dans les autres sports, hein. Je suis plus calé dans le foot, mais honnêtement, ça va pas changer grand-chose, j'ai l'impression, hein. En tout cas, voilà pour ce live. On va juste finir sur cet article. Du coup, l'interview de Joseph Groulian, bon, on en parlera peut-être un peu plus tard. Juste pour finir cet article Mercato, ça sera notre dernier article et on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Un départ précoce du PSG, une aventure qui a tourné court au Bayern, des blessures à répétition au Séville FC. Tanguy Nianzou à la recherche du temps perdu à Lille. Lancé traité au PSG, Tanguy Nianzou n'avait pas cru dans le projet parisien et avait préféré passer pro au Bayern Munich en 2020. 6 ans, des blessures et trop peu de matchs plus tard, il va tenter de relancer sa carrière au LOSC. Le LOSC, hein, pour relancer certains joueurs aussi, ils ont souvent l'ED pour trouver toujours un peu des joueurs qu'on avait oubliés. Ils sont toujours très bons, donc, confiance dans le LOSC. C'est un article de Nathan Gourdol pour l'équipe. À nos yeux, c'est un des plus grands talents d'Europe, soufflé à travers son masque chirurgical. Hassan Salihamidzic, alors directeur sportif du Bayern Munich, pour présenter Tanguy Nianzou, défenseur français de 18 ans. En juillet 2020, en pleine crise de Covid, le géant bavarois ne cachait pas une certaine jubilation d'avoir subtilisé au PSG l'un des joueurs les plus prometteurs de son centre de formation. Et cette satisfaction tranchée avec la mine déconfite du directeur sportif du PSG, Leonardo, dont les relations avec l'entourage du jeune défenseur étaient délétères. Comme Moussa Diaby et Christopher Nkunku, peu de temps avant lui, Nianzou était persuadé que l'avenir était plus ouvert en Bundesliga qu'au PSG. Même si Thomas Tuchel lui avait offert du temps de jeu sur les derniers mois, 13 matchs toutes compétitions confondues entre décembre 2019 et mars 2030. 3 buts, une passe décisive avec notamment un doublé de la tête sur la pelouse d'Amiens, le 15 février en Ligue 1. Il était aussi devenu le plus jeune joueur du PSG à disputer un match de Ligue des Champions le 11 décembre au Parc face à Galatasaray, à 17 ans et 184 jours au centre de formation du Paris Saint-Germain depuis ses 14 ans. Le gamin du 91 n'avait néanmoins décliné la proposition de contrat pro du club de la capitale pour s'engager avec le Bayern, lequel battra le PSG en finale de la Ligue des Champions, quelques semaines plus tard. Il a disputé 90 matchs en 6 saisons depuis son départ du PSG. Pas beaucoup quand même. Nous sommes sûrs qu'il aura une belle carrière avec nous, assurait alors Salihamidzic. Une prédiction finalement erronée puisque Nianzou n'a pas pu faire sa place durablement chez les champions d'Europe en titre. Face à une rude concurrence, surtout en raison de pépins physiques réguliers, après 28 matchs en 2 saisons et 2 titres de champion d'Allemagne 2021-2022, il tente le rebond au Séville FC qui débourse 16 millions d'euros à l'été 2022 et lui offre un salaire très confortable évalué à 9 millions par an. C'est pour ça que le Séville FC est en galère aussi financièrement en ce moment, hein. Sa première saison espagnole sera plutôt convaincante avec 30 matchs disputés et des louanges sur son jeu de relance et sa domination dans le domaine aérien. Ce rebond lui ouvre même la porte des espoirs, mais l'histoire andalouse finira par tourner mal, minée par des problèmes récurrents aux ischio-jambiers. Nianzou ne dispute que 32 matchs sur 3 saisons. Sur les 3 saisons suivantes, 14 en 2023-2024, 6 en 2024-2025, 12 la saison dernière. Tandis que le club en difficulté financière lui reproche de ne pas vouloir baisser son salaire. Un salaire largement revu à la baisse à Lille. Alors qu'il lui restait 1 an de contrat, Séville était donc pleinement ouvert à son départ à Lille cet été. Le LOSC n'a pas payé un centime pour ce transfert, mais reversera un pourcentage aux Sévillans. Si Nianzou est vendu dans le futur, le président Olivier Létang a pris son temps pour finaliser ce dossier en offrant un salaire bien moins élevé à Nianzou, environ 150 000 euros mensuels, et en lui indiquant que les services médicaux du LOSC avaient fait leur preuve pour remettre les joueurs sur pied. Le jeune défenseur suisse Lun Zdanovic, fraîchement recruté au Servette et lui aussi sujet aux pépins musculaires, disait d'ailleurs que la réputation lilloise dans le domaine de la réalisation et du suivi des blessures avait été un facteur important de son choix. Nianzou est encore jeune, 24 ans, et entend retrouver le fil de sa carrière au domaine de Luchin. L'exemple récent du Belge Nathan Ngoy, qui était très souvent blessé en Jupiler Pro League, mais est sorti de ce cercle infernal en rejoignant le LOSC l'été dernier, peut l'inspirer. Donc voilà les amis pour le transfert de Tanguy Nianzou. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir été présents sur ce live. N'hésitez pas à aller voir la rediffusion si vous avez raté une bonne partie du live sur la chaîne YouTube. Ça sera disponible d'ici 2 heures à peu près. Donc merci à tous d'avoir été présents. On se retrouve bientôt. N'hésitez pas à me follow aussi sur la chaîne Twitch. Évidemment, ça nous aide à faire progresser
Le média est sur les plateformes de podcast si vous préférez nous écouter, Apple Podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music et les réseaux sociaux X, Facebook, Snapchat, Instagram, j'en oublie un, TikTok. N'hésitez pas à nous follow dessus, comme ça vous serez tenus au courant des lives. En tout cas, merci à tous et on se retrouve demain, les amis. Ciao, ciao.